Coucou, c'est Romaric Briand. Vous écoutez La Cellule, podcast critique des jeux de rôle. Vous pouvez me soutenir en souscrivant à mon Patreon ou bien soutenir mes invités en achetant leurs jeux. Bonne écoute. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le podcast hebdomadaire de La Cellule aujourd'hui avec François. Salut tout le monde. Wouh. Nous sommes avec Claire. Bonsoir. Nous sommes avec Géraldine. Salut. Nous sommes avec Caroline. Bonsoir. Nous sommes avec Jérémy Klein. Salut. Avec Flavie. Salut Flavie. Et avec Antoine Foin qui s'en fout. Ça va la pêche à tout le monde. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, c'est un espèce de rappel d'un podcast précédent puisqu'il s'agissait de notre deuxième podcast One Shot. Zombie Cinéma était notre deuxième podcast One Shot. Et quand on l'a réécouté, on s'est dit... Il y a très longtemps, c'était il y a 16 ans quasiment. Non mais pourquoi t'as dit la date ? Voilà, c'était il y a donc 16 saisons, puisque c'était une des premières saisons de la cellule. Et à cette époque-là, donc c'était Fabien Ilvan qui nous avait amené le jeu et il nous avait dit Zombie Cinéma, vous allez voir, c'est un jeu sérieux, dramatique. Et on y avait joué un peu comme des... Ouais, fais attention à toi, hein, t'as vu, ça déconne pas la barreau hein, de ce côté-là. Donc, on y avait joué vraiment de façon un peu caricaturale, de façon un petit peu, je pense... on avait joué un peu au jeu, mais contre le jeu. Et donc aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de refaire un one-shot 16 ans après de Zombie Cinéma. Et avec Flavie, on vous montrera, lorsque vous aurez débriefé le jeu toutes et tous ensemble, on vous montrera aussi ce que le jeu, en fait... tout l'héritage du jeu dans la scène du jeu de rôle francophone indépendant. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte en relisant le jeu avec Flavie à une occasion qu'on vous expliquera tout ça tout à l'heure, que beaucoup de choses du jeu de rôle avaient hérité de ce jeu et de façon presque inconsciente, il avait traversé. Ouais, et en fait, à un moment, moi, j'ai voulu faire un hack du jeu pour faire un jeu sur les films catastrophes et ça n'a pas marché. Pour de très bonnes raisons que je vous expliquerai après. Pourquoi le jeu, en fait, sous une mécanique très très simple, en fait, cache énormément de choses très très intéressantes. Et à l'époque, lors d'une deuxième one-shot de la cellule, on ne s'en était pas du tout rendu compte. Et donc, ça sera l'occasion avec vous de parler de tout ça. Jérémy. Première question, le jeu, il est français du coup ? Le jeu est finlandais. C'est un jeu qui nous vient d'Helsinki. C'est un jeu d'Eero Tuovinen qui a été publié en 2008 sur le site Arkenstone Publishing. Aujourd'hui, le site est pas très actif, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais néanmoins, vous pouvez toujours télécharger la version française du jeu qui a été traduite par Christophe Guillaume Buckley, par Frédéric Sintès et un certain Romaric Briand. Voilà, exactement. T'avais vu ça, toi, t'avais repéré ça. Parce que Géraldine, elle fait toujours ses devoirs, en fait. On avait été... elle a accès au Google Doc. Également aidé en cela par Magali. Pourquoi ? Parce que lorsque Christophe traduit le jeu pour Eero Tuovinen, le jeu est déjà très connu sur The Forge, qui est donc le site américain dont Christophe vient et qui fait émerger en fait une espèce de scène indépendante du jeu de rôle avec des jeux à la fois simple mais avec des propos assez compliqués et donc il veut le traduire parce que c'est un jeu très pédagogique à l'époque. Mais sauf que quand Christophe le traduit, comme il veut en garder la pureté linguistique, vraiment les tournures de phrases qui sont pour lui très importantes, eh bien il va commettre quelques erreurs de traduction, des anglicismes. En plus il est suisse, donc il a une façon de parler qui n'est pas francophone forcément, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de que, il y a beaucoup de conjonctions de coordination, des trucs bizarres. Et donc du coup, puis en plus il a passé une partie de son enfance en Irlande, donc déjà de base il a des tournures de phrases qui sont des tournures anglaises, donc du coup c'est un peu compliqué. Quand tu relis, tu fais oh ouais. Et ce sont les débuts de Silent Drift, et à ce moment-là il y a deux Gugus qui fréquentent le forum que sont Frédéric Sintès et moi-même, et donc il nous propose de relire en fait le jeu pour en enlever les anglicismes et créer donc la traduction française de ce jeu. Donc ce jeu, on a une histoire par rapport à lui, voilà, je préfère le préciser tout de suite. Et tu as traduit Géraldine. le finlandais ? Non, c'est Christophe en fait qui a traduit avec Eero en fait. Dû dire oui. Non, moi j'ai juste en fait aidé à franciser avec Frédéric Sintès, on avait aidé Magali, on avait aidé à franciser le jeu et à trouver les meilleures tournures de phrases. Et on verra que justement c'est assez important. Alors Zombie Cinéma. Ouais, t'as fait avec quoi du coup ? À partir de l'anglais ou ? Alors non, c'est-à-dire que Christophe a fait le gros de la traduction, mais comme c'était du franglais, okay. On est parti de la traduction de Christophe français.
française, puis ensuite on l'a traduite en français, puis on est revenu vers Christophe qui nous a dit non mais ça, cette tournure de phrase là j'y tiens parce que dans le jeu machin, puis ensuite on a vu avec Hero, puis il y a eu une espèce de cercle comme ça un peu compliqué, mais qui a aussi fédéré en fait Frédéric, Christophe, moi-même, et donc forger notre amitié, et donc on verra, j'aurai l'occasion d'en parler de ça, parce que c'est important aussi dans la genèse du jeu, dans l'histoire, les rebondissements qu'il va connaître. Zombie Cinéma, qu'est-ce que c'est ? Eh bien regardez, c'est ça, c'est un jeu qui se présente sous la forme d'une cassette VHS. J'ai pas vu ça depuis le siècle dernier. Donner la réponse. Caroline, Caroline, qu'est-ce que tu avais connu la VHS? Ça va, bon. J'ai connu le Minitel, monsieur. Ah ouais. Je cherchais le numéro des copines dessus. Ah, tu vois. Bravo. Donc, le Tom-Tom aussi ? Non mais attends, bon, c'est fini, oui. Donc, Zombie Cinéma se présente sous la forme comme ça d'une VHS. Et ça déjà, c'est une espèce de petite révolution parce qu'à l'époque, en 2008, le jeu de rôle, ce sont des A4, dos carré collé, couverture cartonnée en couleur. Enfin, je pense que vous avez tous la vision du jeu de rôle qui est, hop, je vais ouvrir le placard derrière, qui est celle qu'on voit ici, là en bas, avec des couvertures cartonnées, machin. Et tout ça, c'est pour montrer ta collègue. Hein. Exactement, c'est ça. Une grosse collègue. Donc voilà. Et en fait, progressivement, ce qui va émerger, c'est des jeux qui ont plus ce format-là, avec des gens comme LG, John Doe. Il y a un jeu de rôle qui sent le soufre. Oui, alors ça, c'est des boîtes. En fait, là, ce que tu vois là, c'est le jeu de rôle d'avant, donc L'œil noir et Maléfice. C'est le jeu de rôle qui se présentait sous la forme de boîte. Ouais. On était encore dans des jeux qui étaient en boîte. Donc ça, c'est plutôt les années 80, 70, 80, etc. Puis ensuite, en fait, on a les années 90 avec Toulouse, les A4 cartonnés, machin. Et ensuite, on a les années 2000 avec des formats qui vont se réduire au fur et à mesure, qui vont passer en fait du format A4 au format A5, sous l'impulsion de gens comme LG, qui a beaucoup joué avec John Doe. Ils ont aussi beaucoup compté dans la réforme du format, mais aussi des gens comme Jérôme Larrey, des gens évidemment comme Johan Scipion avec Sombre, qui ont encore anarchisé le format. Et Antoine me pointe du doigt en disant évidemment la scène indépendante de Silent Drift, et donc moi avec Sens à jouer là-dessus. Mais Hero Tuovinen, tu vois déjà, Antoine change le format avec l'idée de la VHS. Et puis autre révolution, le jeu se présente sous la forme d'un jeu de plateau, puisqu'on a un petit plateau comme ça, qui symbolise en fait les différentes capacités que les zombies vont acquérir au cours du jeu. Donc en fait, au départ, on a un pion zombie qui va commencer ici, et les capacités ici au début du plateau, pardon, mais très bien Flavie, c'est bien. Et donc au début du plateau, et donc du coup en fait, sur la case où commencent les zombies, on a déjà leur première faculté. Et on voit qu'ici les zombies n'apparaissent que, par exemple, indirectement, sous la forme de rumeurs, etc. Puis plus le pion zombie va avancer sur le plateau de case en case, plus les zombies, vous voyez ici, commencent à être un petit peu, ils sont un peu, mais ils sont lents encore, et ils sont faciles à éviter. Donc, en fait, vous avez tout traduit sauf le plateau qui permet de jouer en fait. Au fur et à mesure. Non, ça c'est ma version, pardon, je précise que j'ai la traduction française. Alors non, donc très 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 bonne précision Flavie. La traduction française dont je parlais tout à l'heure, c'est un PDF à télécharger sur le site du jeu. Le matériel n'a jamais été traduit en français. Et vous allez comprendre pourquoi, c'est que notamment dans le matériel, on a aussi des cartes qui vont nous permettre de définir notre personnage au début. Donc dans Zombie Cinéma, qu'on joue du film de zombie comme au cinéma. Donc les exemples que cite Hero Tuovinen comme source d'inspiration en termes de ligne esthétique, direction artistique, c'est du Romero. Donc c'est, je sais plus comment ils s'appellent les films de Romero, rappelle-moi, parce que La Nuit des Morts Vivants. Il y a le truc dans le supermarché. Celui qui se passe dans le supermarché, à mon avis. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Qui est celui où ils sont dans le supermarché, il y a un mec en face, il y a plein de zombies autour, et il y a un mec avec sa femme enceinte qui a été mordue, mais personne ne le sait jusqu'à ce qu'elle accouche. Autre particularité de ce jeu, en dehors de son format plateau et de tout cela, donc vous voyez, je sors également des pions en fait qui vont vous représenter vous en tant que personnage. Donc ça, c'est chaque pion va être accompagné, donc le pion vert a un dé vert, etc. On verra ça plus tard. Et en tout cas, les personnages, sont symbolisés sur le plateau de jeu par des pions. Donc là, il y a toute la dimension plateau, donc j'ai parlé. Autre chose révolutionnaire, c'est que contrairement au jeu de rôle traditionnel, dans Zombie Cinéma, il n'y a pas de meneur de jeu. Alors pour François, pour Claire, pour Géraldine, Jérémy, Flavie et vous tous ici à peu près, je crois, à part Caroline peut-être. Caroline, t'as fait beaucoup de jeux de rôle toi dans ta vie ?
Aucun. Ça va être ton premier là. Alors, il faut savoir que le jeu de rôle, en règle générale, je te l'explique rapidement, c'est généralement, il y a un meneur de jeu qui va présenter l'univers et les personnages non-joueurs. Donc, il va les jouer, les interpréter, décrire un peu aux joueurs ce qui se passe. Et les joueurs vont avoir chacun la responsabilité d'un personnage donné. Zombie Cinéma, c'est un des premiers jeux dans lesquels il n'y a pas de meneur de jeu et le rôle du meneur de jeu va être réparti sur l'ensemble des joueurs et joueuses autour de la table. Par contre, vous incarnez toujours un personnage pour lequel vous allez plaider. On verra que c'est le mot précis utilisé dans la traduction de Christophe Guillaume-Beclet. On va cadrer des scènes. Et on va cadrer des scènes. Et tout ça, c'est du vocabulaire qui ensuite va être extrêmement utilisé important. En fait dans tout le jeu de rôle. On reviendra là-dessus. Et donc du coup, en fait, ce qu'on va faire, c'est chaque tour, effectivement, on va décrire en fait des situations à la façon des films de zombies. Vous allez décrire vos personnages, comment ils se dépatouillent et tout ça. On verra les règles, je vous expliquerai tout ça ensuite en détail, mais il n'y a pas de meneur de jeu. Donc c'est un deuxième élément de révolution. Quand vous allez être amené à travers la fiction à être en conflit pour l'histoire, c'est-à-dire à un moment donné, toi tu veux prendre la voiture et t'échapper, Caroline, alors que Géraldine, elle a envie de jeter ton personnage qui est insupportable dans une foule de zombies pour se débarrasser de toi une bonne fois pour toutes, parce que tu menaces, je sais pas. Parce que comme ça, elle peut se tirer. Ouais, parce qu'elle peut se tirer comme ça. Donc du coup, quand vous êtes en conflit, chacun d'entre vous va amener son dé en fait sur la table. On verra dans quelles circonstances, et chacun d'entre vous autour du conflit aura l'occasion soit de soutenir un joueur avec son personnage, d'aider un joueur avec son personnage, soit de soutenir la personne qui fait la proposition, donc de soutenir l'idée de Caroline en fait. Parce que tu peux être dans ces cas-là, soit tu es acteur, donc tu vas ton personnage est acteur, donc tu vas poser ton dé pour le représenter, mais quand t'es pas dans la scène, t'es considéré comme spectateur, et en tant que spectateur, tu peux avoir envie qu'en fait, on te jette sous les roues pour que le personnage il s'en sorte, mais tu peux aussi avoir envie que ce soit Géraldine sous les roues, donc tu vas pouvoir poser ton dé pour aider la personne. Ah, c'est ça. Mais il faut faire attention, parce que ensuite, ça change, et peut-être que la personne s'en souviendra si tu l'as fait tomber sous les roues. D'après, ouais. François. Donc même quand notre personnage n'est pas concerné par la scène qui se déroule, en tant que joueur, on peut agir. Absolument, tu peux soutenir. Et attends, c'est pire que ça, ou mieux que ça, pardon. Si à un moment donné, ton personnage est rattrapé par... Donc vos personnages vont être sur le plateau de jeu, à des endroits divers et variés. Si à un moment donné, le pion zombie arrive sur une case où se trouve le personnage d'un joueur, ce joueur est mort. Et là, dans la plupart des jeux de rôle, quand son personnage meurt, on n'a plus qu'à en refaire un autre et à attendre la prochaine séance, quoi. Dans Zombie Cinéma, quand son personnage meurt, on va avoir le droit de jouer les zombies. C'est là que tu peux te venger. Donc en fait, les joueurs qui vont mourir et joueuses qui vont mourir en fait vont collaborer ensemble pour jouer cette fois-ci les zombies. Ils peuvent jouer leur propre personnage décédé devenu un zombie et pourrir la vie des autres. Est-ce que les bruits de zombies sont autorisés ? Ah bah bien sûr. Ah mais tu fais ce que tu veux. Non mais attends, tous les bruitages à la bouche, c'est Zombie Cinéma, tu vois, François. Et donc dès que le pion zombie nous rattrape, on est mort automatiquement. Oui, absolument. Okay, y a pas de moyen si le pion zombie arrive sur ta case, on est mort. C'est instant, t'es mort. Il n'y a pas de réponse, tu peux pas en réponse jouer brainstorm, chercher ton contresort, c'est pas possible. De toute façon, ça me réussit pas. Non, et c'est là que quand tu vas voir le pion qui arrive, c'est là qu'en fait il y a des petites choses que tu peux faire pour avancer d'une case. Voilà, on verra ça. Ou reculer, mais si tu rates, tu vas reculer d'une case. Et c'est là qu'en fait, il y a des moments où tu vas essayer de jeter l'autre sous le bus, quoi. Ouais, alors tiens, on peut peut-être, vas-y François. J'ai encore une question sur le plateau. Vas-y, je t'en prie. Sur le plateau, il y a des petites cases et il y a des liserés blancs qui rejoignent une ou plusieurs cases. Ça veut dire qu'on peut prendre plusieurs chemins différents. Alors non, tu vois, regarde, en fait, si tu regardes bien, le chemin, il est unique. T'as un seul chemin. En gros, le pion, il monte. Tu vois, ça monte et nous, on va chercher à fuir. Parce que nous, notre objectif, c'est d'arriver au bout du plateau ici, c'est-à-dire à fuir. L'objectif, c'est que ton pion... Mettons que tu sois le vert, là, hop, tac, ton pion, il sort du plateau et que du coup, tu sois en safety, tu sois en sécurité, en fait. Okay. Voilà. Mais on verra. Alors, donc, bon, je vous expliquerai les règles parce qu'en fait, j'ai quasiment tout dit, alors ça vaut le coup. Allez, on continue au micro à expliquer les règles rapides. Donc, reprenons notre conflit tout à l'heure entre Géraldine et Caroline. Géraldine veut jeter le personnage de Caroline dans une foule de zombies. Vous êtes au dernier étage du building et elle a enfin l'occasion de se débarrasser du personnage de Caroline qui lui pourrit la vie depuis tout à l'heure. Et en passage de prendre son gun qui se trouve dans sa poche, parce que ça peut être intéressant aussi, hein, Géraldine, on sait bien que t'es Hitler. Alors donc du coup Géraldine met son pion sur la table pour déclencher un conflit avec Caro. Caro accepte le conflit et dit mais moi carrément
je te prends au mot, moi je vais tenir le coup et non seulement c'est pas moi qui vais tomber mais c'est toi qui vas tomber. Donc il y a un conflit entre les deux pour savoir où va la narration. Est-ce que Géraldine réussit bel et bien à acheter Caro ou est-ce qu'au contraire c'est Caro qui retourne la situation et fait en sorte de faire trébucher Géraldine. Donc dans ce cas-là, Jérémy par exemple, dont le personnage est dans cette scène, peut dire non, moi j'aime beaucoup le personnage de Caroline, je vais aider son personnage, donc il pose son dé à côté. Mais nous, François, en tant que spectateur, on aime beaucoup l'idée de Géraldine. Et donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va soutenir Géraldine indirectement. Nos personnages sont absolument pas là, ils sont en train de prendre une voiture pour atteindre Sunset Boulevard et se faire une glace. Rien à voir. Quelle belle idée. Mais nous, on est des ordures ménagères, tu comprends. Et donc du coup, on a dit, mais non, mais nous, l'idée de Caroline, c'est trop bien. Et puis si en plus... on gagne, Géraldine, pardon. Géraldine, c'est trop bien. Donc si en plus on gagne, on va leur pourrir la vie. Parce que si eux ils perdent, ils reculent. T'es pas obligé. Moi, j'ai décidé de rien faire parce que je trouve que c'est chaud et en fait, selon la personne qui va survivre, elle me rattrape. La vérité, c'est que tu crains la vengeance de Géraldine. Et que le jeu ayant été traduit en Suisse, c'est logique. Non, mais moi, je préfère regarder ce qui se passe. Donc moi, je garde mon dé. Donc voilà. Donc chacun en fait prend des décisions comme ça. Quand on soutient, comme moi et François, on est un peu lâche, on reste à distance. On soutient de loin, d'accord ? C'est l'essentiel. Bon, on n'avance ni ne recule. François et moi, au cas de la résolution du conflit, on bougera pas nos pions. Toi, Géraldine, ou toi, Caroline, si tu gagnes, tu avances. Celle qui va gagner ce conflit va avancer, et celle qui va le perdre va reculer. Donc si vous réfléchissez bien sur le plateau, Caroline va avancer d'un cran, Géraldine va reculer d'un cran, donc il y aura un écart de 2 cases, voire elles auront entre guillemets 3 cases d'écart. Donc c'est énorme en fait, le conflit il va distendre les relations entre les gens. Et la personne qui va t'aider dans la fiction, oui, elle va vivre la même chose que toi. Si tu avances, il avance de 1, si tu recules, il recule de 1. Il faut être sur la même case pour aider, j'imagine. Et non, pas forcément. Il faut être dans la même scène dans la fiction. Dans la fiction, il faut être au même endroit. Oui, parce que c'est le personnage la qui case et la scène n'ont rien à voir. Voilà. Alors, un dernier élément. Antoine, vas-y. Du coup, c'est un système de tours, c'est ça ? C'est chacun son tour. Donc celui qui déclenche le conflit, c'est forcément son tour. C'est à son tour qu'on déclenche le conflit. Non, pas forcément. Tu peux déclencher un conflit pendant un tour. Le truc, c'est que le tour de jeu, c'est juste pour déterminer le joueur actif. Le joueur actif, il a le dernier mot sur sa scène. C'est lui qui l'a cadré et c'est lui qui a le dernier mot sur sa scène. Okay. Et il a le dernier mot sur certains trucs. On verra ça. Ça, c'est des détails de comment on partage la narration que je vous préciserai plus tard. Le truc, c'est que vous lancez les dés. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste... On a les mêmes jets de dés. On va juste, en fait, tu vois, Géraldine a fait 5. Donc là, si on regarde le jet de dés, Géraldine a fait 5. Et le dé de Jérémy a fait 1. Tu as fait 1. J'ai fait 6. C'est vachement clair pour l'exemple. On va déclencher des conflits souvent, Romaric, ce soir. Bon, d'accord. Donc maintenant, je serai pas là. Moi, je serai juste là pour soutenir et pour. Je pas Jérémy. Donc voilà. Donc bon, dans mon exemple, Jérémy avait fait 1, Caroline avait fait 2, et donc Géraldine avait fait 5. Donc Géraldine a le dé dominant, c'est elle qui va avancer, et vous deux, Caroline et Jérémy, vous allez reculer. Et vous lancez pas, les spectateurs lancent pas le dé avec moi, du coup ? Si, les spectateurs, ils lancent le dé aussi avec toi, et du coup, tu gardes le dé le plus fort que tu as lancé. Mais c'est toi qui lances les dés des spectateurs, et ensuite, quand les dés ont été lancés, chacun récupère. Et c'est pour ça qu'il n'y en a qu'un qui compte sur les... Oui, okay. Il n'y a que... Effectivement, on ne fait pas la somme. Ce n'est pas une somme. On regarde quel est le dé qui est dominant, dit dominant. En cas d'égalité sur 2 dés dominants, si par exemple, Caroline avait fait 6 et toi aussi, Géraldine, eh bien, ce sont les zombies qui avancent. Donc, ça incite aussi certaines choses. Bon, on verra ça plus tard. Est-ce qu'il y a d'autres moyens d'avoir des bonus pour les conflits ? Non. Mais du coup, ça vous incite aussi à être dans une espèce de forme de séduction. C'est-à-dire que, parce que mine de rien, le fait d'obtenir le soutien de François et Romaric qui mangent leur glace sur Sunset Boulevard, Géraldine, elle l'a gagné d'une certaine manière. Sans doute qu'à un moment donné, elle a acheté les glaces. Voilà, exactement. Donc, vous allez voir qu'il y a des tas de petites dynamiques sociales comme ça qui sont assez intéressantes pour le jeu et qui émulent ce côté, tragique du film de zombies où on va s'aider, mais en fait, on va se trahir. On joue des salauds en devenir. Voilà, c'est ça. Et donc, voilà.
l'essentiel. La dernière règle, c'est que vous pouvez vous sacrifier pour quelqu'un. Donc par exemple, Caroline, à un moment donné, t'as vraiment beaucoup apprécié le fait que Jérémy t'aide pendant toute la scène et tout, et à chaque fois il était là pour toi et tout. Ce que tu vas faire, c'est qu'à un moment donné, tu vas dire bon bah là, j'ai plus aucune chance de m'en sortir, tout le monde est contre moi, je suis un peu loin. Je vais choisir de reculer mon pion d'autant de cases, de X cases, et je fais avancer Jérémy de X cases. Donc tu peux carrément te sacrifier en reculant de 2 cases et faire avancer Jérémy de 2 cases, peut-être même le mettre en sécurité par ton sacrifice. Ou alors une case, tu vois. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un sacrifice en faveur d'un autre joueur ou d'une autre joueuse. Donc ça veut dire que et là tu stops, la narration se stoppe et tu décris en fait ce qui se passe. Je ferme la porte derrière vous. Allez-y, partez devant, je reste seul et tout. Mais non, tu vas mourir et tout. Mais non, fais pas ça. Ne ferme plus jamais de glace, putain. Ne ferme pas la chambre froide. Donc voilà, donc tu vois, bon, des trucs comme ça. C'est terrible. C'est terrible, évidemment, c'est terrible. Bon. Hold the door! Hold the door! Voilà, c'est ça, exactement. Bel exemple. Caroline, dans l'imitation complète. Donc, voilà, très bien. C'est roleplay, tout ça, Caroline. C'est très bien, là. T'es bien. On te sent au top, là, pour ta première cellule. Donc, je pense que vous avez bien compris, en fait, comment se passe la partie plateau. Maintenant, j'ai une dernière chose, peut-être, à vous ajouter, à préciser. Vous allez tirer vos personnages au hasard. Et ce que je vais vous demander, c'est de pas jouer de façon... Alors, vous êtes dans un film de zombies, mais évitez de la caricature. C'est-à-dire, c'est pas les clowns font du zombie. Essayez vraiment de jouer un film de zombies comme vous en avez vu au cinéma, à la Romero. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, et c'est bien précis dans la base, plaidez pour votre personnage. Ça veut dire, oui, vous jouez un... Comment dire ? Oui, vous soutenez les uns les autres, etc. Vous êtes aussi un peu vous êtes un spectateur un peu du film, mais essayez de plaider pour votre personnage. C'est-à-dire quand il se retrouve dans des situations délicates, dire « Oui, je suis un salaud, mais quand même, est-ce que je t'ai pas aidé ?» Tu vois, essayez de tirer en fait la narration. Si vous sacrifiez votre personnage de façon un peu aléatoire pour jouer le zombie directement, le jeu fonctionne un petit peu moins bien. Il faut que vous soyez attaché à votre personnage, entre guillemets. Vous allez voir que le personnage reste quand même assez caricatural vu les cartes qu'on a. Hein. Mais voilà, essayez d'avoir de la sympathie pour lui. Je voulais rajouter aussi un point, du coup, par rapport à un jeu de rôle classique. C'est un jeu de rôle où on peut être les uns contre les autres. Là où la plupart des jeux de rôle, ça se présente vraiment comme une narration partagée, on est ensemble en équipe face à une adversité qui est justement tenue par le meneur de jeu. Les personnages sont les uns contre les autres, mais les joueurs collaborent pour écrire une belle histoire. Okay. C'est ce qui est écrit dans la base du jeu. Et en ce qui concerne les personnages, parce que j'ai quand même beaucoup joué à ce jeu, l'idée, en fait, c'est que quand vous allez tirer les personnages, ils sont caricaturaux si vous ne pensez pas un personnage de film d'horreur. Quel que soit... Moi, je trouve le système de personnages, en fait, c'est un de mes préférés de tous les systèmes de jeux que j'ai pu faire. Tu tires 3 cartes et t'as un personnage que t'as forcément déjà vu dans un film. Essayez de vous rappeler, en fait, ce personnage de ce film et essayez de le jouer comme il était joué dans le film, en fait. Et comme ça, au lieu d'avoir une caricature, vous aurez un truc un peu plus intéressant. Un film qui ne vient pas d'un film de zombies ? Ah oui. Oui, complètement. Ça pourrait être un film qui ne vient pas d'un film de zombies. Ouais, okay. Complètement. Ouais. Tu vois, on va en tirer un au hasard. Donc vous avez des cartes vertes, des cartes rouges, des cartes jaunes. Alors je sais plus à quoi correspond. Donc lui, tu vois, il a une faible volonté. Donc on fait un tirage comme ça au hasard. Quelqu'un qui a une faible volonté, qui appartient à une organisation, sans doute une organisation secrète. Enfin voilà. Et c'est une femme indépendante. Donc là, ici, on a une femme indépendante qui fait preuve d'une assez faible volonté, c'est-à-dire qu'elle assez rapidement, en fait, elle va accepter même le pire, etc. Mais elle appartient à une organisation secrète. Ça, je veux dire, une femme indépendante qui appartient à une organisation secrète et qui aurait une faible volonté, tu peux trouver ça dans n'importe quel personnage. On va en faire un encore. Vas-y. J'adore. Un c'est idéologue. Quelqu'un qui a une forte idéologie. Ouais. Qui sait où il doit aller pour s'en sortir. Il a une destination qui est... Et qui fait partie de la middle class professionnelle. Moi, je verrais bien un fasciste qui
qui est tombé en fait dans son métier de moyenne classe, de petit cadre moyen en fait, qui est tombé sur une destination sur laquelle il doit aller. Par exemple, je suis tombé sur un truc à la radio qui disait que pour s'en sortir, fallait aller dans le sud-est de Middletown. Ouais, c'est ça, tu vois. Ça peut être un écologiste par exemple, parce qu'une idéologie, ça peut être ça aussi, vu ce qui est écrit. Tu as envie de changer le monde avec des convictions et des croyances fortes. Tu vois, ça peut être un écologiste qui sait que à tel endroit il y a une usine de traitement dans lequel on trouve justement un sérum qui permet d'empêcher les zombies, et donc c'est quelqu'un de la middle class. Il travaille par exemple comme secrétaire dans ce bâtiment-là, enfin tu vois, quelque chose comme ça. Donc c'est des personnages en fait. Alors là on l'a appliqué au film de zombies, mais franchement ça peut arriver dans n'importe quelle série, tu vois. Je regardais l'autre jour Pluribus, les personnages auraient carrément pu tous quasiment être tirés avec ces cartes, quoi. Donc voilà. François, tu voulais poser une question, je te vois lever le micro. Je me demandais dans quelle ville se passait l'histoire. Alors le jeu te propose de dire ce soir, ici, maintenant. Donc on peut commencer éventuellement à Saint-Malo, etc. Mais moi, honnêtement, vu que c'est à Saint-Malo, je pense qu'il vaut mieux choisir une ville comme Rouen en fait. C'est-à-dire une grande ville. Non mais et une ville qu'on connaît tous par cœur. Exactement. Connue pour sa beauté architecturale. Et c'est pour ça que j'ai dit Rouen précisément, parce qu'on la connaît tous, on y a tous été, je pense, à Rouen, mais on n'y a pas passé des heures, enfin tu vois, parce que moi je suis passé sur la rocade de Rouen que tout le monde pour aller dans une vraie ville. Désolé pour les Rouennais qui écoutent. J'ai habité à Rouen, il y a personne de mes amis qui pourtant venaient me voir tout le temps ne sont venus à Rouen parce qu'ils m'ont dit, je cite, c'est une ville de merde. Si je dis Rennes, pardon pour ceux qui habitent à Rouen parce que j'ai passé des bons moments à Rouen. Ouais, il y a plein de Russes en dehors de Rouen. Et il y a des joueurs de sens à Rouen. On les salue au passage. Ils n'ont pas voulu venir me voir. Vous vous rendez compte, c'était scandaleux. Donc, mais blague à part. Donc, pourquoi j'ai proposé Rouen ? Parce que c'est une ville qui est périphérique de notre région, parce que c'est une grande ville. Et c'est une ville qu'on connaît pas tous très bien ou qu'on connaît pas beaucoup. Et donc, on peut imaginer des choses. Parce que si on dit Saint-Malo, le problème, c'est qu'on va parler de la Timac, on va parler des trucs qu'on connaît, en fait. Et ça peut... Voilà, ouais, Jérémy connaît moins. Mais c'est pour ça que moi, je préfère, même si c'est ici, maintenant, ce soir, que ce soit au moins à Paris, ou tu vois, une grande ville française, ou un truc, de toute façon, ce qu'on soit... Là, je vote pour Dijon, parce qu'on parle toujours de Paris. Voilà, Dijon. Et dans les films, je trouve ça dommage que rien ne se passe à Dijon. Eh ben, écoute, très bien, je vais aller dans l'usine de moutarde. Ah, ça, la moutarde va nous monter au nez. Et Besançon, alors. Besançon. Ok. Bon, allez, c'est parti. Saint-Étienne. On joue à Saint-Étienne, mon Dieu. Voilà. Non, mais attends, je t'ai dit qu'on jouait. Le décor est bien pour un film de zombies en plus. Saint-Étienne, il fait noir là-bas. J'ai trop de fumée. Lyon, il y a des endroits rigolos pour la. Mais il y a des fascistes. Mais ça peut être fun. Tu vois, tu vas dans l'Intergoul là où je sais plus quoi là. Traboul. T'as parlé de Traboul, toi. Ah oui, Lyon, ouais, putain. C'est vrai. Berlin, Strasbourg. Lyon. Les zombies dans les traboules, je sais pas. Les gens qui nous écoutent, qui connaissent Lyon, ils vont délirer. Ça va être marrant. Non, mais on vous aime tous. Allez, Lyon, on part sur Lyon. C'est Sauf parti. Rouen. On part à Lyon. Film de zombies, série noire. À bientôt. Tout de suite. Les zombies arrivent. Voilà, alors fin de la partie de zombies cinéma. On a perdu Géraldine, mais c'est normal, car elle s'est escape. Ouais, Géraldine a été notre grande championne ce soir. Spoiler alerte. Spoiler, non, je crois que voilà, on va pouvoir vite spoiler ça. Donc effectivement, on a réussi à avoir une joueuse qui s'est échappée du plateau. C'est pas évident, hein. C'est pas évident. Hein. Clairement pas. Moi, j'ai quand même joué de nombreuses fois à ce jeu. C'est très rare qu'il y en ait qui s'en sortent. À ce point-là ? Ouais. Je crois que sur toutes les parties que j'ai faites, ça n'a dû arriver que 3 fois en comptant celle-là. Donc vous l'avez pas dit pour pas nous démoraliser au début en fait. Ça fait partie du jeu. Souvent, dans les films de zombies, même si tu penses que tu t'en es sorti, tu t'en es pas sorti. Même si ça finit bien, ça finit pas bien, l'humanité. Est-ce que c'est déjà arrivé qu'il y en a 2 qui s'en sortent, mais à des scènes différentes ? Donc ça veut dire qu'il y en a un qui sort du jeu en fait ? Oui. Et donc il joue plus du tout. Ok. Oui, ça arrive souvent à cause des sacrifices. Par exemple, tu vois, si ta fille, ça avait été... c'était qui déjà ta fille dans la fiction, Jérémy ? Géraldine. C'était Géraldine. C'est pour ça qu'elle a gagné. D'ailleurs, oui, parce que tu t'es sacrifié pour la faire avancer. Et j'ai fait un sacré sacrifice. Voilà. Il faut nous expliquer la scène ou... Vas-y, raconte, Jérémy. Grosso modo, elle était clairement en danger de mort. Géraldine était mal positionnée sur le plateau. Pour rappel, il faut monter, on va dire, sur le plateau pour gagner. Et plus on est proche du bas, plus on est proche des zombies qui, eux, montent aussi. Ouais. Donc moi, j'étais plutôt bien placé à un moment.
Mais Géraldine jouait ma fille. Elle était menacée de recevoir un coup de fusil. Ouais. Elle a perdu un conflit qui l'a amené à aller sur le pion zombie et t'as dit stop. Donc elle devait mourir. Ouais. Et moi j'ai demandé est-ce que je peux me sacrifier, et du coup j'ai perdu tous mes points pour que Géraldine prenne en fait ma position. Ouais. Et en fait elle est devenue une position d'outsider, quoi. Ouais, exactement. Et c'est comme ça, en fait, c'est grâce au sacrifice de Jérémy. C'est vrai qu'on ne l'a pas dit, mais tu hoches la tête, hein, Géraldine, mais c'est vrai qu'on ne l'a pas dit, mais c'est grâce à ton sacrifice. Et ça, tu vois, grâce au sacrifice, ça arrive que un joueur permette de faire s'échapper un autre personnage comme ça. Donc, c'est là que tu peux avoir quelqu'un qui s'est échappé, mais c'est trop cool de s'échapper, en fait. Bah, carrément. Après, ça t'empêche pas de soutenir, ça t'empêche pas de faire des suggestions. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe sur le fait que le jeu propose de défendre son personnage et en même temps qu'il propose un sacrifice? Est-ce que le fait, en fait, comme là j'ai joué mon rôle de père, on va dire, même si les autres protagonistes ne savaient pas que j'étais le père. Non, c'est simulationniste en fait avec la proposition du jeu. En fait, là, on te propose de jouer un canon esthétique. Et dans les films de zombies, il y a des sacrifices. Donc en fait, c'est une façon d'émuler ça dans un jeu où justement... J'ai pas fait de hors-jeu, quoi. Non, au contraire. Et dans les films de zombies où justement tu joues des gens souvent qui finissent avec une moralité questionnable face à tout ce qu'ils vivent, il y a des sursauts d'humanité en fait où ils font des trucs incroyables pour sauver d'autres personnes, souvent pour se racheter. Et donc en fait là, au contraire, je trouve que c'était simulationniste à fond au sens où tu as vraiment émulé le canon esthétique. Oui, alors donc simulationniste pas au sens de jouer un truc réel, pas au sens de la simulation, hein, bien sûr, mais simulationniste au sens de The Forge, qui dit donc le simulationniste, c'est le fait de faire, quand on fait un jeu de rôle dont la proposition créative, c'est de faire quelque chose à la Harry Potter, à la Star Wars, et ici c'est à la film de zombies, tu vois, on est comme au cinéma, donc on est vraiment dans le mode... Ah oui, d'accord, je viens de comprendre ta blague, putain. Elle m'est passée, heureusement, elle sort dehors des micros, celle-là. Donc, très bien. Donc, du coup, voilà, on est dans un canon esthétique, effectivement, on suit le canon esthétique du film de zombie. Par ailleurs, tu as plaidé pour ton personnage, puisque tu plaidais pour sa fille. Donc à la fin tu plaidais pour ton personnage puisque tu plaidais pour la rédemption de ton personnage en réalité. Oui c'est ça, parce que je jouais un petit salopard. Un salaud au départ, ouais. Un salaud, un égoïste. Parce que toi t'as une solution. Oui, tu as un antidote aux zombies en fait. On sait pas ce qu'il voulait en faire. Non mais il dans sa tête, c'est pour ça qu'il joue comme il joue je pense Jérémy. C'est parce qu'il sait qu'il a un antidote avec lui. Et donc du coup il veut le donner, il veut cacher en fait l'existence de cet antidote. Il fait tout pour comploter en vue de le garder pour ses proches, sa fille et lui-même. Et c'est ça en fait tout le plan, on est d'accord. Qui s'est passé, ouais. Voilà. Et donc du coup toi tu joues un égoïste jusqu'au dernier moment. On va donc du coup tout le monde a tendance à penser que t'es un égoïste, donc que t'es un salaud. Mais au dernier moment on va se rendre compte que tout ce que t'as fait en fait c'était par altruisme, etc. Et ça pour moi, dans la mesure où tu joues pour ton personnage et que c'est cohérent, tu plaides bel et bien pour ton personnage, Jérémy. Donc c'est pas contradictoire, au contraire. Ton sacrifice, il fait rayonner ton personnage dans la fiction. Là, ouais, mais je me posais la question, parce que toujours l'approche ludiste aussi qui vient en tête. Ouais. Je voulais savoir si le jeu était ludiste ou simulationniste, et là on était dans le simulationniste. Alors pour moi, le jeu n'est absolument pas ludiste. Au sens où là, en fait, ce qu'on va être amené à faire, c'est être confronté à des situations et à juger sans arrêt nos personnages. En ce sens-là, le jeu pour moi il est majoritairement narrativiste avec une touche de simulationnisme, à savoir le fait qu'on va émuler en fait un jeu dans un film de zombies. Pour moi en fait il n'y a pas vraiment de ludisme, même si tu as l'idée de gagner etc, mais c'est toujours dans cette idée de pouvoir ensuite être questionné sur les actes que tu as faits. Donc le ludisme qu'il peut y avoir dans le jeu est toujours matiné d'une touche de narrativisme, puisqu'ensuite tout le monde va te regarder pour savoir si ce que tu as fait c'était bien ou mal. Absolument. Et par ailleurs, alors là, Christophe Guillaume Beuclet, donc je l'ai appelé cet après-midi pour faire un débrief avec lui sur le jeu et tout ça. Il m'a donné un argument massu contre le fait que le jeu soit ludisme, que j'ai trouvé incroyable. Moi, je n'y avais jamais pensé. Attention. Si tu réfléchis bien à ce jeu, si les joueurs se mettent autour de la table ensemble, ils sont capables de gagner systématiquement et de s'échapper systématiquement. Ludiquement parlant, comment il faut faire ? C'est très simple. Au cours du cadrage d'une scène, il faut déclencher un conflit où chacun d'entre vous va lutter que contre un seul personnage. Par exemple, pendant la scène de François, tout le monde se ligue contre Jérémy. Tout le monde met son dé contre Jérémy. Vous lancez le dé, vous avez de grandes chances de gagner. Tout le monde avance, Jérémy recule. Puis ensuite, au tour d'après, vous allez tous vous liguer contre quelqu'un d'autre. Caroline. Ok, donc ça fait 5 pions qui avancent contre un pion qui recule. Exactement. Donc en fait, techniquement, un ludiste qui se penche sur ce jeu dit « si on fait ça,
on a systématiquement gagné, on s'est systématiquement échappé. Après, il y a juste à raconter la fiction qui va avec, ça devient du coup une machine à saucisses dans laquelle on raconte une fiction qui correspond à un jeu, mais globalement, le jeu, d'un point de vue ludique, peut se résoudre très facilement de cette façon-là. Et ce qu'on a tous constaté, ludistes que nous sommes, entre Christophe Guillaume Beuclet, moi-même, etc., c'est que ce n'est jamais ce qui se passe autour de la table. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais un joueur comme Adrien Cahuzac, par exemple, qui pourrait faire ça, qui pourrait à un moment donné dire « mais les gars, en fait, il y a une solution très simple, il suffit de faire ça. » Ou Darky, tu vois, qui pourrait dire « mais attends, c'est très simple, il y a ça. » Tu vois, un mathématicien, en gros, qui va regarder le jeu et qui dit « c'est très simple, là, statistiquement, il faut faire ça, si on veut tous échapper. » Ce n'est jamais arrivé à ce jeu, alors qu'on a joué avec des tas de mathématiciens, des tas de ludistes, voilà, même avec Yann Chauvière, enfin voilà. Tu perds tout l'intérêt du jeu, du coup. Exactement. Le seul intérêt, il y a plusieurs intérêts, mais l'intérêt majeur du jeu, c'est le conflit. C'est alors pourquoi ? Explique, Jérémy. C'est la narration. Ça crée... déjà, on a des personnages, on tire des cartes, du coup, qui donnent des caractéristiques de nos personnages. On s'appuie un peu dessus, je trouve qu'on s'appuie pas à 100%, on devient quelque chose, mais très vite, ça dessine quand même un peu une forme de personnalité. Et les personnalités peuvent rentrer en conflit les uns avec les autres, parce que déjà, ils ne sont pas en accord sur la manière de gérer le problème. Et donc, du coup, on a envie déjà d'être en confrontation pour défendre notre personnage. Et en même temps, le fait d'avoir un conflit permet aussi de dire, bon, bah, on peut avancer en plus en faisant un conflit. Certes, on peut reculer, mais on se dit, de toute façon, il faut qu'on avance. Donc, il faut... L'aspect ludiste du truc, c'est, tentons notre chance. Christophe dit, si on ne fait rien dans ce jeu, et ça, vous l'avez constaté dès le départ, tous et toutes, si on ne fait rien, les zombies gagnent. Si à un moment donné, on ne va pas faire chier quelqu'un et donc déclencher un conflit, volontairement asséner une phrase, faire une proposition que quelqu'un d'autre autour de la table ne va refuser et va contrer, le pion zombie avance tout seul, alors que nous, en fait, pour avancer, on a besoin de faire perdre quelqu'un d'autre. Moi, ce que j'aime bien à ce jeu, j'aime bien regarder le début du jeu. Parce qu'au début, en fait, souvent, en plus, on joue avec des amis. Donc, tout le monde au début est hyper sympa les uns avec les autres. Ah, viens, je vous accueille chez moi. T'inquiète, on s'en sortira ensemble. Et souvent, en fait, le premier tour, on fait l'exposition des persos, donc il se passe pas grand-chose. Le deuxième tour, il commence à se tisser des choses autour de la table, des liens. Un tel va devenir le père. Finalement, on n'a qu'à dire qu'on se connaît, etc. C'est trop cool, hein. Et puis, en fait, les zombies avancent. Et puis là, tout le monde... Puis au bout d'un moment, il y a quelqu'un qui finit systématiquement par dire « mais en fait, on va mourir si ça continue. » Et il y a toujours ensuite quelqu'un qui répond « Putain, il faut faire des conflits, là. » Et donc là, à chaque fois, il y a toujours un truc genre « Ah !» Et donc, il y a toujours un moment où, du coup, il y a quelqu'un qui va finir par dire « Bon, on n'a qu'à dire, je suis pas d'accord avec toi, là. » Et donc, souvent, le premier conflit, c'est un conflit vraiment mineur sur un truc de merde, genre, non, je veux ta clé de voiture, finalement. Ah, non, moi, j'aime pas ton clignotant. Et sur un truc vraiment merdique, juste parce qu'en fait, les gens, ils sont, oh, je vais quand même pas commencer à faire un conflit moche. Et donc, il y a un petit conflit, là, qui apparaît. Et donc, la personne qui va reculer va faire, putain. Et là, c'est là qu'on commence à avoir ce que j'appelle l'escalade des conflits à ce jeu. C'est-à-dire que plus ça va aller, plus il va y avoir de conflits, alors qu'au début, on était là, oh, mais non, mais c'est juste que j'aimais pas la couleur de tes baskets. Et à la fin, c'est, putain, je te défonce ta jambe. Je suis pas d'accord à la base, mais je te défonce ta gueule. Et voilà, et donc il y a une escalade comme ça qui apparaît et qui est assez drôle parce qu'en fait, cette escalade, elle va pas avoir d'impact dans la réalité parce qu'en fait, les gens se rendent compte que c'est pour jouer contre le plateau. Et donc... même si autour de la table va y avoir des sortes de fausses rancunes, genre tu vas voir quand je serai zombie je vais te défoncer, mais en fait c'est dans l'histoire, et donc dans l'histoire il commence à y avoir un moment où on va se laisser aller complètement dans le conflit en fait. Comme on réalise qu'on n'a pas le choix, que pour gagner il faut déclencher des conflits, on n'en veut pas aux personnes qui les déclenchent. Parce qu'on sait qu'il le fait, que c'est bien en fait. Et même parfois quand on subit le conflit, on est content de le subir, parce qu'en plus... comme on est celui qui subit, les autres vont être plus enclins à nous soutenir. Donc on aura plus de chances de le gagner. Donc en fait, au départ,
subir un conflit, c'est finalement assez cool. Donc effectivement, ça crée pas d'inimitié. Caro, toi qui avais jamais fait de jeu de rôle et tout, Go, qu'est-ce que t'en as pensé, comment est-ce que tu en ressors? Puis après on retournera dans le débrief mécanique, mais j'en ressors avec une jambe en moins, s'il te plaît. Déjà pour commencer. Alors déjà merci parce que j'ai trop ri. Vraiment, c'était trop génial. J'ai trop kiffé. Moi, j'étais très frustrée parce que dans le jeu, j'étais maman de 2 enfants. Oui. Et je voulais casser des bouches, moi. Sauf que tout me ramenait à mes enfants, tout le temps. Ouais. Chaque décision que je prenais me ramenait à mes enfants, tout le temps. Ouais. Du coup, je me suis mise un peu en retrait, en mode non, mais en fait, c'est mes gosses avant tout, les autres, je les emmerde. Mais ça, est-ce que les gosses, c'était pas une formidable motivation à casser des bouches, justement? Ouais, alors j'ai tenté à des moments, mais je me suis sentie un peu trop investie émotionnellement, on va dire. Non, mais oui, mais complètement, t'as fait un personnage. C'est parce que je suis maman ou quoi, mais tout me ramenait à ça à chaque fois. Et c'est vrai que des fois, j'avais envie de vous suivre un peu plus loin, et j'étais un peu frileuse à des moments. Donc petite frustration à certains moments. Ouais, mais en même temps, du coup, ça t'a permis de réaliser aussi dans le jeu de rôle l'impact de la fiction sur ce qu'on fait dans le jeu, quoi. Ouais, c'est ça qui est. Complètement. Parce que là... Même ce que ça fait dans le psychisme, tout simplement, parce qu'effectivement, par expérience, moi j'évite de mettre les enfants dans des trucs avec des trucs d'horreur, quoi que ce soit. Mais avant de venir, je savais qu'on allait jouer zombie. Ouais. J'en ai parlé à mon mari avant de venir. J'espère que j'aurai pas d'enfants. Je lui ai dit. Et je t'ai dit, mais quand j'ai donné les cartes, Géraldine, j'ai bien précisé à Caroline qu'elle pouvait les changer, donc tu l'as quand même accepté. J'ai voulu tenter. J'ai voulu tenter l'histoire, c'était la première fois. Bon. Et j'ai une question pour toi, parce que j'ai une théorie sur ce jeu. Je pense qu'en fait, pour moi, Zombie Cinéma, c'est le meilleur jeu pour commencer le jeu de rôle. Ok. Et est-ce que ça t'a donné envie de rejouer ? Ah oui. Ok. À fond. Cool. Et est-ce que ça t'as eu... Parce que moi, au début, j'ai vu que t'avais un peu de mal à être roleplay. Je t'ai vu de plus en plus investir. Ce qu'on appelle le roleplay, c'est quand on joue son personnage. Je t'ai vu au fur et à mesure jouer de plus en plus ton perso, en fait. Ouais, alors, je vais t'expliquer. Je vois très bien ce que tu veux dire. C'est qu'au tout début... on va dire les 2 premiers tours, je réfléchissais à ce que j'allais dire pendant que vous parliez. Donc, j'étais pas vraiment dedans, en fait. Et là, j'ai capté, j'ai dit non, c'est pas la bonne solution. Écoute bien. Suis l'histoire et vas-y au feeling. Et en fait, c'est quand j'ai lâché que là, effectivement, je me suis vraiment lancée dans l'histoire. Mais effectivement, les 2 premiers tours, j'étais plus en mode veille, en mode attends, qu'est-ce que je vais dire ? Oh mon Dieu, il se passe quoi ? Voilà. Ah ouais, c'est intéressant, ça t'a changé de posture de jeu en fait en cours de route. Parce que en me disant si je suis pas assez, j'aurais pas d'idée. Non, en c'est fait. ça. Je réfléchissais à ce que j'allais dire pendant que vous parliez, donc ça n'avait pas de sens. Enfin. Marrant aussi parce que ça on omet de le dire quand on parle de la première partie du jeu de rôle, c'est de dire qu'on apprend aussi à jouer au jeu de rôle, enfin on apprend aussi à avoir l'attitude qui nous va bien et qui nous permet de se sentir le mieux à l'aise en fait pour réagir à la fiction et tout ça. Oui c'est ça, puis les idées viennent plus facilement au final quand on écoute les autres et même si j'avais aucune idée de ce que j'allais dire quand mon tour venait, bah en fait ça sort tout seul quoi. C'est tu m'as mangé une jambe, ok, bah ma tante elle arrive, elle est infirmière, tu vois, elle me soigne. Enfin bref, il y a. Toi qui joues quand même à des jeux de société pas mal et tout ça, qu'est-ce que t'en penses par rapport aux jeux de société auxquels t'as joué de cette expérience-là Est-ce que je sais pas, est-ce que c'est le genre de jeu auquel t'aimerais plus jouer peut-être ? Est-ce que il y a une liberté qu'on n'a pas dans un jeu dans un jeu de société, ça c'est clair. Puis après, moi je suis quelqu'un d'assez créatif, j'adore imaginer n'importe quoi, des conneries. Ah non, c'est très créatif pour moi. Puisque tu es graphiste dans le jeu, je précise. Ouais. Oui, très intéressant. Ok, mais ton retour est très précieux. Il faut savoir que Ron Edwards, aujourd'hui encore, donc qui est le fondateur de The Forge et qui a encore un site donc sur lequel il initie beaucoup en fait au jeu de rôle, même en ligne et tout ça, utilise encore Zombie Cinéma aujourd'hui pour initier les gens au jeu de rôle. Je parle d'initiation, c'est un peu le terme consacré, mais j'aime pas trop ce terme-là, mais disons pour faire découvrir le jeu de rôle à des gens. Il y voit une dimension pédagogique supplémentaire par rapport à toi, Flavie et Ron Edwards, c'est qu'il dit que c'est aussi une excellente porte d'entrée vers les propos et les théories de The Forge. C'est-à-dire que en fait, par exemple, pour faire découvrir la narration partagée à des gens qui font du jeu de rôle depuis longtemps, il dit c'est un jeu formidable. Et c'est pas un hasard, à mon avis, si on découvre aussi The Forge. Parce que souvent on parle de Dogs in the Vineyard comme jeu qui nous a révolutionné la tête, mais à vrai dire moi je pense que c'est plutôt Zombie Cinéma qui m'a permis de découvrir les théories du jeu de rôle, la narration partagée et tout ça. Et donc du coup le jeu est pédagogique
à plein de niveaux différents, à la fois pour faire découvrir le jeu de rôle à des gens qui le connaissent pas, mais aussi pour faire découvrir les théories plus anarchistes du jeu de rôle, on va dire, à travers les théories de The Forge et des indépendants américains par rapport aux rôlistes traditionnels. Et on aura l'occasion de revenir et d'expliquer pourquoi. Géraldine, je voudrais te passer la parole de ton côté, donc déjà victorieuse une fois de plus. Tu gagnes quand t'es Hitler, tu gagnes quand t'es un zombie, tu gagnes tout le temps en fait. Géraldine, c'est vraiment notre grande gagnante. Non mais franchement. Et pourtant j'ai un jet de dés de merde. T'es incroyable Géraldine, non? Non mais j'ai eu un bon père. Ah, tu penses que tu gagnes grâce au sacrifice de Jérémy? Complètement. Parce que j'étais quand même en très mauvaise posture. Je perdais en fait. T'es justement. J'étais morte. T'allais mourir, oui c'est vrai. Oui, j'allais mourir. Ouais. Qu'est-ce que t'en as pensé? Moi je t'ai trouvé... Enfin, allez, vas-y. Qu'est-ce que t'en as pensé du jeu? Notamment du début du jeu. Au début du jeu, j'ai trouvé que t'étais très isolé par rapport à nous. Nous, on était tous dans la même scène et toi, t'étais à part. Alors, j'ai fait ça parce qu'en fait, je trouvais ça dommage qu'on soit déjà tous dans la même scène. Comme je suis d'accord. Voilà, comme tu disais que il fallait qu'il y ait des choses qui viennent de l'extérieur, etc. Je me suis dit, mais si on commence tous au même endroit, on va pas avoir de... on allait finir dans la maison à carreaux et puis voilà, quoi. Donc, je me suis dit, en étant un élément extérieur... Alors, effectivement, en fait, sur les premiers conflits, les premières choses, je pouvais rien faire, entre guillemets, en tant qu'actif. Ouais. Parce mais tu que pouvais quand même soutenir. Oui, je pouvais soutenir. En tant que spectatrice. Mais par contre, ça a donné l'avantage de dire, je vais amener quelque chose plus tard, quoi. Je vais peut-être, justement, pouvoir me sortir de... Et d'ailleurs... ce que Géraldine a mis en place toute seule dans la maison, ça a énormément servi dans la suite de l'histoire à motiver des conflits, motiver des narrations et tout ça. La grosse erreur qu'on fait dans Zombie Cinéma, je suis entièrement d'accord avec toi Géraldine au départ, c'est que comme on a l'habitude du jeu de rôle traditionnel dans lequel en général la partie commence quand on se retrouve tous à l'auberge, quand on finit par se rassembler en tant que communauté et qu'en fait on se fait un peu chier quand on est séparé dans le jeu de rôle tradi, et on a tendance dans Zombie Cinéma à vouloir se rassembler et se rassembler trop tôt. C'est pour ça que j'ai dit au début quand j'ai fait l'animation, j'ai dit attention, vous pouvez vraiment cadrer des flashbacks, cadrer des scènes différentes, cadrer des scènes où il y a le président qui parle à la télé, faites des trucs un peu à côté, etc. Sans ça en fait ça manque de carburant. Au début de la partie j'ai eu peur que vous soyez là-dedans, c'est-à-dire que vous soyez tous dans la maison machin, mais en fait, oui, mais bon, ok, on est tous ensemble. Et je trouvais que là-dessus, Claire, d'ailleurs, t'avais pris un peu le lead avec ton flic. C'était vraiment avec ta flic, d'ailleurs. C'était vraiment une très bonne idée d'amener un personnage un peu problématique. En fait, j'ai été aussi motivée par les cartes. Alors, vas-y, raconte tes cartes. Un archétype qui marchait bien pour être un personnage problématique et qui créait des problèmes. C'est-à-dire que j'ai à la fois quelqu'un qui veut être représentant de la justice et de l'autorité, mais en même temps qui est mentalement instable à cause de problèmes qu'il a vécu dans son passé et qui se sent responsable de la crise en cours. Donc, sous-entendu, si je n'ai pas le contrôle des choses, ça dérape et c'est littéralement la fin du monde. Donc, quelque part, j'avais envie de dire, moi, j'avais besoin d'un huis clos et j'avais besoin de m'enfermer avec les autres pour devenir l'enfer des autres, et c'est-à-dire créer les conflits. Mais j'ai trouvé ça génial, parce qu'en fait, au départ, il peut pas y avoir de conflit contre les zombies, puisque personne n'est mort et il n'y a pas encore de zombies. Donc en fait, au début, les conflits ne peuvent venir que de l'intérieur du groupe. Les personnages ne peuvent se motiver des conflits. Encore une fois, on rappelle, s'il n'y a pas de conflit, par défaut, les zombies avancent et les joueurs, eux, stagnent, et donc du coup, ils meurent. Le fait que toi, tu joues et que tu poses un personnage problématique fait qu'en fait, tu as déclenché des conflits dans la team des joueurs qui ont finalement... Alors, tu as gagné tes premiers conflits d'ailleurs, Claire. Oui, au début, tu étais très haute. Moi, j'ai dit à Flavie, c'est trop bien parce que là ça montre que cette stratégie justement de déclencher des conflits en interne, ça permet de gagner en fait. Ça t'a permis de t'asseoir une position en fait dans le jeu. Puis après t'as fait que perdre tes conflits malheureusement, ce qui t'a fait redescendre de ton piédestal, mais au départ t'avais réussi à faire ça. Et du coup pardon, je finis juste. Le mal vient de l'intérieur de la communauté au départ, avant d'être une menace extérieure. Oui, et ce qui est intéressant, c'est de noter que dans ce jeu, en fait, peu importe l'endroit où tu es, tu peux très rapidement dégringoler ou remonter, en fait. En 1 ou 2 jets de dés, en fait, la situation peut être complètement renversée, et c'est ça qui est intéressant, en fait. Complètement d'accord. Ça crée la tension dramatique, effectivement. On rappelle rapidement cette histoire de soutien et d'alliance. Donc je vous rappelle qu'il existe 2 façons. En fait, quand il y a un conflit qui est déclenché entre 2 personnages, entre 2 joueurs, pour l'autorité sur la narration, les 2 joueurs mettent leur dé sur la table. Chaque dé est coloré, donc si le joueur joue rouge, il met un dé rouge, si le joueur joue jaune, il met un dé jaune, etc. Et donc du coup, chacun met son dé. Et là, chaque joueur autour de la table a le choix soit de soutenir, c'est-à-dire en tant que spectateur, moi j'ai plutôt envie que ce soit le dé rouge qui gagne. Donc je mets mon dé sur le dé rouge,
soit de s'allier, c'est-à-dire que là du coup il choisit non pas en tant que spectateur d'aider, mais en tant que personnage d'aider, et il doit décrire comment son personnage entre dans le conflit pour aider le dé rouge à triompher. Donc ça c'est vraiment une subtilité très importante du jeu, c'est-à-dire soit on choisit de ne pas prendre de risques pour son personnage dans la fiction et de soutenir, soit on décide de prendre un risque dans la fiction et d'aider, et à ce moment-là, si on gagne, eh bien, on avance, et si on perd, on recule. Donc voilà, c'est très important d'expliquer ça. Et ce que je trouvais intéressant dans ta position au départ, Claire, c'est que du coup, tu as motivé en fait des conflits contre toi au début qui ont permis de vous désolidariser, parce que j'ai bien cru que vous alliez passer la partie sur la même case, quoi. C'était... Si, mais putain, et heureusement, quand j'ai vu Claire prendre le lead, j'ai fait « Ah oui, merci, merci Claire ». Non mais vraiment, parce que en général, honnêtement, on va être honnête, quand avec Flavie, on fait découvrir Zombie Cinéma, comme on a l'habitude du jeu, on prend ton rôle en fait. Moi, enfin je sais pas ce que t'en penses, mais en général, on prend ce rôle du joueur qui va déclencher le premier conflit pour créer la tension et tout. Oui, mais du coup, c'était intéressant d'être un peu à l'extérieur pour voir, pour se rappeler de ce que c'était. Ouais. Le moment où on se renifle un peu le derrière, tu sais. Salut, ça va? Non, mais t'inquiète, on va s'en sortir tous ensemble. Mais ça va pas marcher, en fait. Donc, je reviens à Géraldine. Qu'est-ce que t'as pensé du jeu? T'as kiffé? Oui. Ouais. Moi, je pense que ça s'est vu. Ouais. Non, j'ai passé... Ah bah à fond, oui. Non, j'ai passé un très très bon moment. Mais tu vois, on se posait ces questions. Est-ce que t'as bien aimé le jeu ou est-ce que t'as bien aimé la compagnie, tu vois? Est-ce que t'as bien aimé les joueurs et les joueuses? Ah bah les joueurs et les joueuses, bien sûr. Okay. Mais non, j'ai beaucoup aimé le jeu. Il y a un potentiel. Ouais. En fait, oui. Et j'ai trouvé que justement pour de jeux de rôle, je trouve que là, on était tous très à l'aise dans la narration. Parce qu'on avait tous ce qui a manqué dans... Plume, Aventure à Plume. Voilà, Aventure à Plume. Où là, nous, on n'avait pas pris... Pardon, avec Antoine, on n'avait pas pris le lead parce qu'on n'avait pas forcément les références. Voilà. Là, on l'a tous, en fait. On a tous vu un film... Exactement. Que ce soit ou une série où il y a des zombies, quoi. Donc, et je pense que c'est ça qui fait dire à Ron Edwards que c'est une très bonne porte d'entrée du jeu de rôle aussi, c'est que le canon esthétique est connu de tout le monde, en fait. C'est ça. Et du coup, ça a été facile, en fait, pour tout le monde de trouver des petites références, des petits trucs qu'on a dans la tête. Et puis le fait d'avoir aussi des personnages où on n'a pas juste un personnage, on a un personnage, un tempérament et un but. Et du coup, ça nous aide aussi à nous cadrer et à nous donner une petite ligne... Alors après, avis personnel aussi par rapport à ce que tu disais sur Aventure à Plume, c'est que j'ai senti que là, justement, ce qu'on disait dans le podcast sur Aventure à Plume, là, il y avait de la résolution de conflits. C'est-à-dire que malgré tout, on sait comment ça se résout, etc. C'est ce qu'on avait dit dans Aventure à Plume, il manquait un côté ludique de on avance, on recule, on sait pas où on en est en fait sur le plan ludique. Là, il y a quand même un léger ludisme qui permet de rassurer les joueurs et joueuses débutantes. Ouais, je voulais rebondir sur ce que tu as dit sur les personnages. Tout à l'heure, j'ai dit que c'était une de mes créations de perso préférées et qu'on va retrouver dans beaucoup de jeux en fait après. Cette façon de créer un truc avec 3 bouts de ficelle en fait, mais hyper important, l'objectif, le tempérament et je sais plus c'est quoi l'autre, sa position sociale. Ouais. C'est 3 trucs vraiment hyper simples, mais autour duquel tu peux broder et finalement en fait là on arrive vraiment à un archétype où juste tu vas avoir ton archétype en tête et t'as pas besoin dans ce système-là de plus de compétences ou quoi que ce soit, puisque les dés tu vas pouvoir broder autour de ce que les dés vont t'apporter. Et moi j'adore ce système-là. Et la première fois que j'ai joué, en fait, il n'y avait pas les cartes. En fait, Christophe, il avait... parce que moi, la première fois que j'ai joué, c'était avec Christophe. Et il avait... Comment elle se la pète, ça y est. Eh ouais, grave. Et lui, en fait, il avait pris des bâtons de glace, là, qu'il avait achetés. Et donc, il les avait peint... Il avait peint le petit bout en rouge, en vert et en jaune. Et au bout, il avait juste écrit... donc, il n'y avait pas tout ce qui avait marqué sur les cartes. Il y avait marqué « Tu as une famille ». Ou il y avait juste les titres des cartes. Il y avait juste les titres des cartes. Et juste, en fait, tu brodais à partir de ça. Et ça marchait vachement bien. Donc moi, je trouve que c'est fabuleux comme système de personnage.
Effectivement, hein, là où beaucoup de jeux de rôle se concentraient sur la fiche de personnage, les compétences, les caractéristiques et tout, ici on a un système de création de perso à la volée, extrêmement épuré en fait, où tout est dans la... En fait, ton personnage, tu le découvres pendant la partie. C'est pas un personnage que tu crées en amont et dans la partie tu vas l'expérimenter. C'est vraiment ton personnage, tu le tires au hasard et en fait tu vas découvrir quelles sont ses failles, quels sont ses strokes, pourquoi il est spécial. Par exemple, tu vois, toi François, t'avais macho, naïveté et you are special. Bah, en fait, tu vois, tu savais, quand t'as commencé la partie, tu savais pas ni pourquoi t'étais ni naïf, comment tu serais macho et pourquoi t'étais spécial en fait. Macho, j'ai intégré le concept assez vite. Mais ça, c'est très bien. Tranquille. Mais tu vois, là aussi. Effectivement, là où je te rejoins, c'est que, je rejoins Flavie, c'est comme on a 3 bouts de ficelle, comme tu dis, c'est assez facile de s'identifier au personnage parce moi, le problème que j'ai avec les jeux de rôle, vraiment avec les pré-tirés ou même quand on les construit même, c'est qu'on se force, nous, en tant que joueur, à rentrer dans une case. Alors que là, la case, elle est toute molle et on en fait absolument ce qu'on veut. Et à la fin de la partie, la forme qu'on a prise, elle n'a aucun rapport avec ce qu'on avait imaginé. Et même si demain, je refais une partie avec les 3 traits de caractère que j'ai, j'aurais pas le même personnage, je pense, en fonction de ce qu'aura dit les joueurs autour de la table. Donc c'est vrai que ça, c'est une construction de personnage qui est vraiment très très cool. Pareil, t'avais macho. Oui, ça c'est très intéressant parce que c'est un trait quand même assez antipathique en fait, le macho. Et ça crée tout de suite des conflits avec les joueurs féminins. Enfin, les personnages féminins. Tant qu'à faire, faut y aller. Voilà. Et donc, du coup, c'est intéressant parce que, du coup, ça te donnait aussi un potentiel, François, d'être ce que je disais du personnage de Claire tout à l'heure. D'être le problème qui vient de l'intérieur, en fait, tu vois, au début. Et il y en a plein des cartes. Il y en a une aussi que vous n'avez pas eu, mais c'est vous êtes blessé. Il y en a une, c'est vous êtes un adolescent et donc vous questionnez tout le temps. Vous êtes blessé. Nous, plusieurs fois, en fait, on l'a joué. Je me souviens avec Thomas Poussou, des parties mémorables. Il était blessé, il fallait il était chiant parce que plus il était blessé, plus il était chiant. Et donc, c'était génial parce que du coup, ça motivait le conflit avec lui et donc ça nous faisait avancer l'histoire et les pions, en fait. Donc, c'est des cartes qui sont, en fait, on se rend pas compte, mais toutes les cartes que vous avez tirées, elles sont motrices, en fait, dans le cadre du jeu. C'est pas uniquement des traits tirés au hasard. Et pareil, dans les cartes qui indiquent la position sociale, moi j'ai déjà fait une partie où en fait il y avait un riche, un pauvre, très très pauvre, et quelqu'un milieu. Et en fait, à la fin, c'était lutte des classes, quoi. C'était, ouais, mais de toute façon, tu fais partie des 1%, je te défonce. Et voilà, il y a aussi ça qui est organisé dans le système, c'est-à-dire que chaque carte, en fait, a des antagonistes dans les autres cartes qui va permettre d'amener du jeu et du ressort pour créer à la fois l'envie de t'aider et l'envie de créer en fait des conflits, et ça c'est génial. Formidable. Claire, qu'est-ce que tu as pensé du jeu du coup ? Moi j'ai beaucoup aimé pour 2 raisons majeures. La première, c'est que je trouve qu'on a une très grande liberté par la disparition du maître du jeu. Et c'est vrai que là où on se laisse quand même gentiment porter la plupart du temps, et puis de toute façon on nous a donné un cadre et on se balade dedans, là on te dit il n'y a pas de cadre, fais-le et débrouille-toi, quoi. Donc c'est vrai que le premier tour on est un peu flottant, quoi. C'est ton premier jeu sans MJ, Claire ? Ouais. C'est vraiment le premier et au départ on se dit ok, je sais pas où aller, je sais pas quoi faire et surtout je sais pas comment faire en sorte que ça aide à avancer dans l'histoire. Parce qu'on découvre un petit peu en même temps, hein, c'est vrai. Donc ça m'a beaucoup plu. Et puis, alors je vais beaucoup vous étonner, mais moi j'adore la narration, les histoires. Et donc, c'est vrai qu'un jeu qui laisse la liberté de raconter des histoires, nouer des intrigues et essayer de les dénouer de manière plus ou moins pacifique, pour moi, c'est un plaisir, quoi, de savoir quel rebondissement va arriver à chaque nouveau tour de jeu. Ça, et on s'en rend pas compte, mais il y a un apprentissage du jeu. C'est-à-dire que là, c'est votre première partie de Zombie Cinéma, sauf toi, Jérémy, qui a déjà joué plusieurs fois au jeu, mais la plupart d'entre vous, J'ai joué à la version de Flavie. À la version catastrophe. Il va falloir qu'on en parle de ça après. On en parle juste après. Excellente transition. Mais en tout cas, ce que je peux te dire, c'est que Claire, à force de jouer à ce jeu, tu vas minimaxer tellement les scènes, tellement la narration et tout. Une fois que tu as compris en fait ce que le jeu il attendait de toi. Parce que là, au début, on vous cherchiez, vous saviez pas trop quoi faire, en fait. On refait une partie là maintenant, je suis sûr que ça n'a pas du tout la même gueule. Conflit sans vraiment savoir comment ça pouvait fonctionner, le mécanisme du conflit. En fait, il fallait vraiment
position de dire que les deux joueurs soient vraiment contre une scène pour que ça joue. C'est pas juste dire on se dispute, parce que si on est tous les deux d'accord pour se disputer, Exactement. ça ne génère pas du conflit. C'est ce que je voulais faire au départ. Je fais non, c'est pas un conflit, ça, parce que vous êtes d'accord pour vous disputer. C'est ça. Ah, on va attendre un peu alors. Mais tu vois, je pense que tout le monde n'a pas toujours envie d'être le salaud de l'histoire, quoi. Ça veut dire assumer dès le départ aussi d'être celui qui va faire chier le monde. Et nous, on a envie d'être le héros, forcément. Ouais, après, ça dépend du personnage que tu tires. Hein. Oui, complètement. Oui, mais tu vois, c'est pas parce que tu commences en étant un salaud, tu vois, ton flic par exemple, que tu finis forcément mal, tu vois. Et ce jeu, il est très ambigu là-dessus et très intéressant. Et de la même manière, je pense que le fait d'être dans la timidité au début, ça fait qu'on va avoir tendance à verser dans la caricature. Et en fait, de son propre personnage, c'est-à-dire qu'on va volontairement caricaturer pour faire rire, etc. Et quand on sait bien jouer à ce jeu, je pense qu'on peut commencer à se dire, bon là, cette fois-ci, ça vous dit, on fait un truc vraiment un peu sérieux, en mode 28 jours plus tard et tout, on y va, tu vois, avec les enfants et tout, on rigole plus, enfin, tu vois, et je pense que le jeu, il a un potentiel dramatique très très fort. Et une raison de ça, et c'est justement grâce à Flavie qu'on l'a réalisé, c'est qu'en fait, le système, il fait quelque chose, et il fait que ça. Alors, en fait, il faut savoir qu'il y a quelques années, j'adore les films catastrophes, ok ? Les trucs où tout pète et puis t'es là, non, je ne t'abandonnerai pas, viens. Enfin, je kiffe ce truc. Donc en fait, je me suis dit, mais cite des films. À vous. Daylight, Titanic, Greenland, bref. Deep Impact, mais Deep Impact, il est un peu, il est plus drama. Je pense qu'il correspond moins au film catastrophe. Poséidon, quoi. Moi, je l'ai même vu au cinéma. Faut dire que c'est une merde pourrie. Et dites-vous, je suis quand même allée au cinéma parce que c'était un film catastrophe. Il n'y en a pas tant que ça, en plus, des films catastrophes. Oui, le remake. Enfin, bref, tous ces films-là, quoi. Enfin... il y en a tellement, mon Dieu, de ce qui est pas 28 jours plus tard, 2012, bref, on va pas. Le film avec Dwayne Johnson, là, et la grosse vague, je ne sais plus. Non. The Wave. C'est pas The Wave. Bref. Non, pas la 5e vague, ça n'a rien à voir. Bref. La vague. Non, mais il y a un tremblement de terre, puis ensuite il y a un tsunami, et il va sauver ses enfants, et il y a une énorme vague, et il est là avec un mini hors-bord, et il fait si, je vais passer. Bref. Voilà. Bref, donc voilà, les films catastrophes. Mais sur la faille de San Andreas, ça s'appelle San Andreas, voilà. Donc voilà. Tu vois, quand tu prends le micro, ça se passe bien. Donc voilà, des films catastrophes. Et donc je me suis dit, mais en fait, Zombie Cinéma, ça peut être rigolo à hacker pour faire un film catastrophe. Donc je me dis, en fait, les films de zombies, c'est comme les films catastrophes, c'est un peu le même principe. D'ailleurs, si on regarde dans comment ils sont classés, en fait, je crois en plus c'est sur Wikipédia, ils sont dans les films zombies font partie, en fait, de la catégorie film catastrophe. Donc je me dis, on va hacker. Je vais créer une sorte de jeu. Là, je vais transformer juste un peu j'avais transformé les fiches les catégories de personnages et j'avais transformé le plateau et puis zou. Et en fait, on a eu un vrai souci quand on a joué parce qu'en fait, dans les films catastrophes, la grosse différence, c'est qu'on joue pas en fait des salauds. Il peut y avoir un salaud qui vient et qui te pousse, mais souvent dès le début du film, tu sais que c'est lui le salaud, et en fait, tu manges tes pop-corn en te disant alors comment il va mourir lui, roué de coups, mangé par des machins au fond du bref. Et alors qu'en fait, dans le zombie cinéma et dans les films de zombies, en fait, on est tous intrinsèquement des salauds qui font semblant d'être des gens bien, qui de temps en temps ont une épiphanie de bien, mais intrinsèquement, les gens sont des salauds dans les films de zombies. Et c'est ce qu'émule en fait Zombie Cinéma. Donc quand j'ai voulu en fait hacker le jeu, ça n'a pas marché. Et parce qu'en fait, on jouait pas du coup du film catastrophe, on jouait un film catastrophe zombie en fait. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a des dynamiques dans Zombie Cinéma de films catastrophes. C'est-à-dire qu'il y a effectivement ces moments où il y en a un qui se sacrifie. Parce que dans le film catastrophe, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'à un moment donné, au départ, dans un film catastrophe, chacun plaide pour son personnage, est très égoïste, et en fait, l'équipe coule. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir un personnage, souvent un héros américain, un Sylvester Stallone, en gros, qui va dire non, c'est tous ensemble qu'on va s'en sortir. Et là, à ce moment-là, il y a une synergie de groupe qui va se mettre en place et c'est ensemble qu'on va s'en tirer. Dans Zombie Cinéma, cette logique-là, elle ne fonctionne absolument pas. C'est même l'inverse. C'est-à-dire qu'au début, on se dit on va être tous ensemble.
Et au fur et à mesure, il y a des Sylvester Stallone au rabais qui arrivent et qui disent non, mais on pourrait faire cavalier seuls tous les deux. Et donc c'est l'extrême inverse finalement. Et que ce jeu, en fait, Zombie Cinéma arrive à émuler. Et quand j'ai découvert ça, je me suis dit, waouh, sur des si petites, en fait, sur un si petit système de jeu, ils ont réussi à émuler ça, en fait. Et moi, je m'en étais pas rendu compte. Et depuis que j'y rejoue, du coup, à Zombie, parce que du coup, je me suis remise à y jouer beaucoup, et je me rends compte qu'à chaque fois, en fait, on joue des salauds. Et peu importe si tu essayes d'être gentil, en fait, tu gagneras jamais. Il y a toujours un moment où tu pourras t'en tirer que si tu es un salaud. Et je trouve ça absolument incroyable. Rien à dire là-dessus, c'est bon, on enchaîne. Alors, il y a donc dans la théorie de The Forge, donc qui est le forum qui a vu en fait émerger ce type de jeu sur la scène du jeu de rôle et donc qui est devenu la scène indépendante du jeu de rôle. En fait, il faut savoir qu'il y a une théorie qu'on appelle le Big Model, dans lequel il y a ce qu'on appelle le GNS, Gamism, Narrativism, Simulationism. Donc, c'est quoi ? C'est l'idée qu'en gros, au cours d'une partie de jeu de rôle, il y a plusieurs motivations qui nous poussent à agir et à faire des propositions. Il y a plusieurs dynamiques sociales qui sont en tension. La première, c'est la dynamique ludique. C'est le fameux gamisme. C'est-à-dire qu'on est motivé parce qu'on a envie de gagner, par exemple. Donc on va proposer un truc parce que ce qu'on a envie, c'est de faire avancer notre pion ou de faire reculer celui de quelqu'un pour le faire perdre, d'obtenir le droit de se vanter. Ça, c'est ce qu'on appelle le gamisme, le ludisme. Ensuite, il y a le narrativisme. Le narrativisme, c'est le N de GNS. C'est le fait de vouloir d'abord et avant tout l'histoire. Et en fait, le fait de vouloir l'histoire pour les personnages, ça va entraîner chez les joueurs autour de la table des jugements moraux sur ces personnages. Généralement, on va dire « Ah, mais toi, t'es un salaud. Ah, mais quel salaud d'avoir fait ça. Mais pourquoi tu fais ça, etc. » Donc là, on y reviendra, mais clairement, pour moi, Zombie Cinéma s'inscrit dans cette proposition créative-là massivement. Et enfin, le simulationnisme, le S de GNS, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le fait de faire des propositions dans l'idée de dire quelque chose qui ressemble au canon esthétique qu'on cherche à émuler. Ici, par exemple, le film de zombies. Donc, par exemple, il y a des moments où Géraldine, tu fais des propositions en te disant « Ah, comme ça, mon pion, il va rester sur place et machin ». Si tu fais une proposition avec cette motivation-là, on peut dire que c'est globalement une proposition ludiste. Si, par exemple, Claire met en fait le personnage du flic en tension avec son arme à feu, bah là, ça va être plutôt en mode narrativiste parce qu'elle a envie qu'on la prenne pour un salaud ou en l'occurrence ici pour une flic autoritaire et donc du coup de déclencher en fait de l'histoire autour de son personnage, de déclencher des jugements moraux et potentiellement des conflits. Donc on est dans le narrativisme, on est dans le drama. Ce qu'on appelle le drama globalement, c'est le narrativisme. Le problème du drama, c'est que c'est un peu l'esthétique du narrativisme, ça peut être un peu faire des trucs à la drama, ça peut être un peu simulationniste aussi. Mais bon bref, en gros ce qu'on appelle le drama, créer de la dramaturgie, créer du drame, c'est narrativiste. Et enfin, simulationniste, bah, c'est chaque fois que vous avez fait une proposition en mode « Oh là, ça ferait tellement bien si c'était la nuit, il est 21h, les lumières, parce que dans les films de zombies, c'est toujours la nuit, il y a toujours la lumière. » Ça, c'est vraiment un truc où vous posez un canon esthétique, vous êtes dans une direction artistique, vous êtes plutôt dans une proposition créative simulationniste. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que la théorie de Frédéric Sintès et des Forgiens d'une façon générale, c'est de dire que si les trois propositions créatives sont au même niveau dans un jeu de rôle, le jeu de rôle dysfonctionne parce que il y en a qui vont faire des propositions pour telle raison, d'autres pour telle autre, etc. Donc il faut toujours qu'il y ait une proposition créative qui domine un petit peu les autres. Même si les autres sont présentes, elles sont un peu mises en soupape pour des moments un peu moins de tension, etc. Et ici, pour moi, la proposition créative qui domine, c'est le narrativisme. Il y a du simulationnisme parce qu'on est dans le fait de faire un film de zombie, et il y a du ludisme parce qu'il y a quand même un petit plateau. Mais le ludisme est désamorcé pour les raisons qu'on a bien vues, c'est que c'est pas un plateau qui fonctionne. Et le simulationnisme, en fait, n'est qu'une couleur, parce que ce qui va nous faire avancer, ce sont les conflits dramatiques, et donc c'est bel et bien le narrativiste qui domine. Qui plus est, à tout moment dans la partie, comme on doit prendre parti pour les personnages, c'est-à-dire aider ou soutenir, on est constamment dans une position de jugement moral vis-à-vis des personnages autour de la table. On est toujours en train de juger moralement les autres. « Ah, c'est dégueulasse ce que tu fais, je te soutiens !» Et ça, c'est du narrativisme plein la tronche. Et donc, du coup, vraiment, le jeu a toutes les dynamiques, mais c'est évidemment le narrativisme qui fait avancer les pions et qui fait avancer la partie. Alors, oui, je suis d'accord avec toi, le narrativisme est clairement la majorité, en majorité dans ce jeu, mais c'est un narrativisme que tu aimes bien, alors que normalement, Romaric, tu détestes les jeux narrativistes. Et donc, du coup, je me suis souvent posé la question de pourquoi, mais parce que c'est un narrativiste qui ne peut fonctionner que s'il y a la couche que les simulationnistes. Alors moi, non. Dans ce jeu-là... Moi, je dirais ludiste aussi.
Alors non, moi je pense que c'est autre chose. C'est que moi ce qui me dérange généralement dans le narrativisme, c'est qu'il y a un flou qui est entretenu entre est-ce que quand tu juges le personnage, c'est pas le joueur que tu juges derrière. Par exemple, le jeu narrativiste qui me fait bugger par excellence, c'est Démiurge de Frédéric Sintès. Dans Démiurge de Frédéric Sintès, on joue des magiciens qui ont développé donc des pouvoirs magiques et qui se développent en gros grâce à des valeurs qu'elles soutiennent. Et moi, par exemple, tu vois, je fais un personnage, sa valeur, c'est que l'art peut sauver le monde, d'accord ? Le problème, c'est qu'en fait, ce personnage, je l'ai fait parce que l'art peut sauver le monde, c'est aussi quelque chose que je crois, moi, Romaric. Et le problème, c'est que dans Démiurge, les autres joueurs vont être amenés à questionner en fait l'art de truc. Et donc du coup, je ne savais jamais dans Démiurge si quand Darky me disait mais de toute façon l'art c'est de la merde, ça sauvera jamais le monde, il s'adresse à Romaric ou il s'adresse à mon personnage. Et donc ça me vexe, donc je n'aime pas ce narrativisme-là. Dans Zombie Cinéma, dans la mesure où le jeu nous pousse à jouer des personnages qui sont très différents de nous-mêmes, qui ne sont pas... On peut être complètement détaché émotionnellement de notre personnage. Il n'y a pas de bleed dans Zombie Cinéma, tu vois ce que je veux dire ? Ce qui fait que du coup, c'est un peu un narrativiste qui me bloque, parce que je sais qu'à tout moment, ce qu'on est en train de juger, ce sont les personnages, ce sont les situations, et ce n'est pas les joueurs qui sont derrière. C'est ça qui me fait bugger dans le narrativisme. Dans Passion de las Passiones, quand tu choisis en fait quand tu maltraites mon personnage, tu le fais dans une position qui est similaire à celle que Flavie a sur Romaric, puisque tu es mon épouse. Et donc du coup c'est ça qui me fait du mal. Non mais je te jure, à chaque fois c'est ça. Hein. Juste parce qu'on en a déjà parlé dans un autre podcast, mais je pense aussi que tu as ce flou, comme beaucoup de gens, mais parce que toi t'aimes bien briser le 4e mur et que t'as des fois des soucis sur fiction-réalité. Oui, bien sûr. Évidemment. Et les zombies, c'est tellement hors de ma réalité. Voilà, mais oui. Et du coup, tu dis que le canon esthétique me protège pour ça, parce que c'est loin. Ouais. Oui. Ça, je suis d'accord. Ok. Clairement. La couche sim, d'ailleurs, il y a un moment où, même si je jouais pas, j'ai fait des petites propositions, j'ai fait la touche sim où il y a tous les zombies qui s'arrêtent d'un coup et qui vous regardent, et c'était un peu le petit moment sim qui permettait ensuite de pouvoir y aller à donf sur le on va te juger, quoi. Oui, il y avait une dimension esthétique dans la scène Exactement. Que tu as décrite avec tous ces zombies qui se lèvent d'un coup, parce qu'on a quand même été jusqu'au plateau à un moment où les zombies commençaient à avoir un propos qui les fait pouvoir agir un peu comme une conscience de ruche de façon collective. Et donc du coup là, Flavie les a décrits un petit peu comme dans Pluribus, justement, pour ceux qu'on la ref, mais tu vois, de façon comme s'ils agissaient de façon collective. Dans Cellular de Stephen King. Ok, excellent, ouais. Tout à fait. Donc voilà, et ça c'est vrai que ça crée un élément esthétique et qui du coup, je me souviens que Caroline a réagi en disant ouais ça me fait peur, j'ai les frissons là. Alors pourquoi justement à ce moment-là t'as eu un... Est-ce que t'en as eu plusieurs des moments comme ça, ou est-ce qu'il y a eu que ce moment-là où t'as eu ce petit frisson de dire putain j'y suis là Alors je pense que j'en ai eu plusieurs, mais celui-là particulièrement parce que j'ai vraiment vu la scène. Ça, c'est du simulationnisme. J'ai vu la scène, vraiment, avec tous les zombies qui se figent d'un seul coup, qui se tournent tous vers Géraldine. Ouais, tu vois. J'ai vraiment vu le truc et la masse, j'ai tout vu. Donc j'ai vraiment eu le... Pour moi, le frisson comme ça qu'on ressent quand il y a une proposition qui nous touche et qu'on a l'impression d'y être comme ça, t'as quasiment l'impression d'être devant ton écran et regarder le film. Complètement. Pour moi, ça c'est vraiment le fait. Ça ne peut être que le fait d'une proposition simulationniste, parce que justement, on a l'impression d'y être là d'un coup. Tu vois, il y a le côté. Après, avec la proposition narrativiste et tout ça, on peut avoir la sensation d'être très immergé dans le jeu. Attention, hein, c'est pas. On peut être en immersion avec du narrativisme et du ludisme évidemment, mais il y a. Dogs in the Vineyard, qui est mon deuxième, qui est mon jeu, un de mes jeux préférés. Qui est massivement narrativiste aussi, hein, quand même. Donc voilà, c'est intéressant ce jeu aussi parce qu'il développe les concepts et les théories. En fait, il permet en fait de très bien montrer les théories de The Forge, de Ron Edwards et ses petits copains. Là, on est dans des jeux qui sont des jeux dits expérimentaux, qui vont aussi en soutien, alors qu'ils sont aussi fun, drôles, etc. C'est des jeux, etc. Mais ils vont aussi en soutien de théories. C'est un peu comme des articles scientifiques en fait. Ils sont aussi là pour montrer en fait et démontrer. Quand Zombie Cinéma sort, il y a quand même massivement, la plupart des gens qui font du jeu de rôle pensent qu'un jeu de rôle sans maître de jeu, c'est impossible. Je veux recontextualiser ça, c'est-à-dire que la plupart des gens disent non, ça n'existera jamais, ce n'est pas du jeu de rôle, ça ne peut pas exister. Alors, tu vois, Claire, toi, est-ce qu'il t'arrivera à un moment donné, après avoir fait cette expérience, de dire c'est pas du jeu de rôle ce à quoi j'ai joué ? Est-ce que tu t'es posé la question à un moment donné, Claire, de te dire finalement, est-ce que je suis vraiment en train de faire une partie de jeu de rôle ? Est-ce que c'est un jeu de société ? Comment classer ça ? Non, pas du tout. Alors, je l'ai pas sorti des jeux de rôle, mais par contre, moi, j'ai paniqué en tant que joueur en me disant
quel travail. Ouais. Et puis je me sentais pas, je me disais en fait je vais pas assurer et ça va être de ma faute, collectivement de notre faute, si on n'arrive pas à justement faire ce cadre pour l'histoire. Et je pense que c'est aussi pour ça que je me suis un peu précipitée sur le conflit en me disant en fait on est en train de rater notre histoire et ça m'a fait peur. Ah mais c'est bien ça veut dire que tu as ressenti un moment de ce truc en mode ah ouais, mais là on va rater, on va passer à côté du jeu parce qu'on va pas être capable de... Et c'est pour ça que tu as pris cette responsabilité. Je suis tellement content que ça ait eu lieu ça, que quelqu'un... C'est trop bien. Vraiment, c'est vrai, parce que c'est vraiment important en fait, tu vois. Et dans la mesure où Flavie et moi, on n'était pas là pour... Et comme je disais tout à l'heure, cette angoisse du vide en fait narratif, pas narratif, mais l'angoisse du vide narratif, moi je l'ai vécu à chaque fois que j'ai joué, même quand je faisais jouer mon hack. Je pense que c'est intrinsèque au système de jeu. Tout à fait, ouais. Il est là pour à un moment en fait faire une exposition vraiment hyper douce, genre même tu te fais un peu yesh au début, pour déclencher une grosse escalade et au moment où tu vas goûter à ça, en fait tu vas y aller à fond et ça va faire... j'ai le mot roller coaster en tête, mais... Montagne russe. Non, un effet boule de neige. Ouais, rouleau compresseur. Un rouleau compresseur. Mais le jeu pousse aussi un peu à que ça soit calme au départ. La première case des zombies, c'est même pas que les zombies sont pas là. Oui, mais c'est une rumeur quand même. Oui, mais enfin... une rumeur de n'importe quoi, la plein de gens disent on n'y croit pas, enfin ça génère pas un conflit. Quand la situation est vraiment présente, c'est là où justement on va choisir son camp en disant j'y crois ou j'y crois pas. Une rumeur en soi, tu peux dire tout et n'importe quoi. Non, en fait le bleu c'est jaune. Ouais, t'es bien gentil. Alors ceci dit, alors je suis d'accord avec toi dans le cadre de déclencher des conflits. Mais par contre, dans le cadre de l'invitation à faire des propositions esthétiques et tout, ça a joué parce que dès le départ, vous êtes parti dans l'idée, c'est un nouveau Covid. Il y avait quand même des télés qui parlaient d'un truc qui se passait en arrière-fond. Esthétiquement, cette case, elle est pas inerte. La case des zombies qui sont une rumeur, clairement. Je pense qu'elle est nécessaire. Elle est nécessaire, ouais. C'est juste que le jeu t'invite quelque part à dire ça commence gentiment, comme dans un film, ça peut aussi commencer gentiment. Ouais. T'as des films de zombies où clairement, première scène, je pense que les zombies sont là. Et puis ça te permet de planter le décor comme tu veux, surtout d'avoir une rumeur. Tu peux les faire venir de n'importe où, d'un laboratoire, du Pérou, je sais pas si t'étais sérieux dans ta proposition, mais il y a un ovni. Oui, t'avais évoqué des extraterrestres. Ouais, mais c'est parce qu'au tout début. C'est parce que tu voulais faire un complotiste. Ouais, en fait, moi, mon perso, il était. Je te lançais à la con. François. Globalement, il aimait personne, il était très naïf et il pensait tout savoir mieux que tout le monde. Donc, le complotiste, il arrive vite. Et du coup, ça m'a fait penser à The Faculty. Je sais pas si vous l'avez vu, c'est un vieux film. C'est le premier film d'horreur que j'ai vu, donc paye le film d'horreur. J'ai beaucoup aimé. Et du coup, de mémoire, il y a une meuf qui est très comme ça. Très pro-alien, il y a un verre qui rend. Et il y a une meuf dès le départ qui est très pro-alien, etc. Et je me suis dit, ça va être marrant. Puis comme les ovnis, on en parle de moins en moins et je trouve ça dommage. Ouais, c'est l'air mieux au goût du jour. Quand tu l'avais proposé, je dis ça serait bien qu'on rebondisse avec ça. Et puis tu vois, ça m'a complètement zappé. C'est en reparlant du truc, je dis oui, t'avais lancé cette rumeur là. Ouais, et puis bon, je l'ai laissé. Mais ça c'est très sympa aussi dans le jeu, le fait qu'on puisse lancer des pistes comme ça et qu'elles puissent être abandonnées en fait. Et on prend uniquement ce qui nous intéresse. Mais c'est le premier tour qui permet ça, qui permet ensuite de partir sur l'idée. C'est vraiment les extraterrestres et là ils décident de t'enlever. Enfin, tu vois. Premier tour ou des flashbacks. Parce qu'à un moment donné, donc Antoine décide que son personnage. À un moment donné, j'ai senti Antoine, il s'est dit. On n'a pas assez de matière pour créer. Tu peux prendre le micro si tu me contredis. Je parle sous ton contrôle évidemment Antoine, mais on n'a pas assez de matière en fait pour créer du contenu fictionnel. On n'a pas d'éléments d'escape et d'échappatoire qui soient suffisamment impactants pour que ça déclenche des conflits entre nous. Donc je vais faire un flashback qui va popper en plein milieu de la partie pour dire moi j'ai une issue, moi j'ai payé quelqu'un qui peut me sortir du ça manquait de foreshadowing. Voilà. Ouais, c'est ça qui est bien dans les films d'horreur, c'est quand il y a des trucs qui sont montrés dès le début et à la fin tu fais ah ouais, je l'avais pas vu. Ouais, exactement. En fait, c'est trop bien. Mais tu vois, l'OVNI ça aurait pu être un super foreshadowing, mais vous le avez pas saisi. Oui, mais je pensais que tu jouais ton perso quoi. Après je l'ai oublié complet l'OVNI. Voilà. C'est ça. Mais tu vois, j'étais concentré sur le flic qui voulait me buter. Voilà. Mais c'est ça, le problème d'aller tout de suite et de faire tout de suite collectif dans Zombie Cinéma dès le premier tour, de tout de suite se rassembler, c'est que ça met pas suffisamment en place les personnages pour qu'on puisse s'attacher à eux, commencer à plaider pour eux, avec eux, contre eux, etc. Et donc du coup, il faut d'abord présenter les persos, toi le médecin salaud, toi le machin, toi. Donc il faut bien un tour d'exposition. Ouais, il faut un tour d'exposition. Mais faut vraiment dire, pendant un tour, vous faites votre truc chacun de votre côté. Et après, avec les situations, deuxième tour, allez hop, quelqu'un se rencontre. Ah oui, il faut se présenter presque. Quoi. Exactement. Ouais. On l'a pas fait. Vous êtes allé un peu vite.
Moi, j'avais présenté en disant Dr Green, vous êtes appelé ou je sais pas quoi. Enfin, c'était une manière de me présenter en même temps de mettre dans la scène. Mais on a fait très immédiat stress quand même en direct. Ouais, c'est ça. Et ça, je pense que c'était une petite erreur, mais pareil, c'est pas une erreur c'est pas une erreur dans la mesure où c'était votre première partie, c'est normal. La première partie, on fait tous ça. On a tous fait cette erreur de se regrouper scène 1. Tout le monde l'a fait. Moi, je l'ai fait. Flavie l'a fait. Tout le monde le fait. La première fois qu'on joue, on fait ça. Donc, vous inquiétez pas, c'est normal. Mais la deuxième, là, je pense qu'on refait une partie maintenant. C'est pas du tout la même. Un élément ludique qui justifie ce que tu disais tout à l'heure, Jérémy, je voulais l'ajouter, c'est le fait que le pion zombie commence tout en bas et que les pions joueurs, eux, commencent à 4 cases du haut. Non, à 4 cases du haut. C'est-à-dire que sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cases, au final, vous commencez quasiment sauvé. 40%. 40%. Ouais, mais non, mais c'est énorme. Tu te rends compte. C'est-à-dire que, donc, ça veut dire que ça va, il y a le temps. Et c'est ce que tout le monde se dit d'ailleurs. Ça va, il y a le temps. Et en fait, nous, avec Flavie, on se regardait parce qu'on sait qu'il n'y a pas le temps. Ouais, au deuxième tour de jeu, on regarde le plateau, on fait ça pue en fait. En fait, c'est clair que nous, c'est là que ça déclenche le conflit. Il est arrivé au deuxième tour ? Le conflit est arrivé au deuxième tour. Et vous aviez déjà. Et Claire, vas-y, je t'en prends pas. Vous aviez déjà bien envie de vous taper dessus quand même, tous les deux. On attendait l'occasion. C'est ça. Donc, tu vois, c'est un élément ludique aussi, enfin ludiste aussi. Le plateau visuellement t'indique qu'on est à l'abri, mais en fait, on n'est pas à l'abri. Enfin, c'est ça qui est... Moi, je me demande si ça fonctionne pas quand même le fait d'être tout de suite ensemble. C'est juste que du coup, ça va être vraiment centré sur les personnages. Ça fait un truc comme Cube, si tu veux. C'est-à-dire qu'ils sont tout de suite regroupés. Oui, mais dans ce cas-là, il faut que chacun ait pris une petite demi-heure dans son coin pour créer son personnage en amont. Alors oui, je suis d'accord avec toi, ça peut marcher, mais il faut que chacun y réfléchisse à son personnage en amont. Dans le cadre où on tire son personnage et on joue tout de suite, comme on va découvrir son personnage pendant le truc, il nous faut une scène d'exposition pour nous mettre dedans, en fait, pour le découvrir. Parce qu'en fait, ce qui est marrant dans le jeu de rôle, ça je pense que Caroline l'a dit en fait tout à l'heure quand elle a dit comment elle avait progressivement dépassé sa timidité à jouer, etc. En fait, dans le jeu de rôle, tu découvres autant que les autres ce que tu es en train de raconter en fait. Et parfois tu te surprends à dire un truc, tu dis « Ah mais j'ai l'air d'un salaud là » et tu souris genre je l'avais prévu mais en fait non tu l'avais pas prévu, c'est quand tu l'as dit que ça t'est apparu. Tu vois, et il y a plein de moments comme ça dans le jeu de rôle où on fait genre on avait prévu mais on n'avait rien prévu du tout et donc du coup soit tu prévois en amont et dans ce cas-là tu fais ce que Claire appelle le huis clos, c'est-à-dire tu dis voilà comme dans Cube en fait. Cube c'est un huis clos. Hein. C'est un huis clos. Que ça allait finir comme ça. Voilà, c'est ça. Donc ça c'est une possibilité, mais dans ce cas-là il faut que les personnages soient travaillés en amont parce que dans Cube c'est ça qui est intéressant, c'est qu'au cours de l'adversité on découvre les personnages mais ils sont construits en amont. Alors que là dans le jeu de rôle tu peux pas faire ça, sauf si tu les crées en amont. Tu vois ce que je veux dire ? C'est un autre dispositif et c'est pas le dispositif que propose Zombie Cinéma en fait. Mais c'est intéressant aussi, hein, je dis pas, moi j'aimerais bien tester ça, mais c'est encore autre chose je pense. C'est encore autre chose. Et puis ça implique aussi qu'on sait tout de suite qu'on est en danger, donc on va poser tout de suite des conflits, les joueurs sont plus expérimentés, donc c'est encore un petit peu différent. Géraldine. Juste une question, c'est quoi le minimum de joueurs ? Faut jouer à 4, non ? Ou pas moins on peut ? Je crois qu'on peut jouer des 3, non ? Il me semble que c'est 3 Parce que 3 du coup ça arrive vite, enfin, ça fait des parties très courtes. Ouais mais très intenses. Et très, voilà c'est ça. Ça fait des parties très courtes mais ça fait des parties vraiment très drôles. Oui. Parce qu'en fait, suite, ça tu part peux dans pas tous les taper. sens, En fait, du coup, il y a une dynamique qui se met en place sur 2 contre 1, mais qui tourne régulièrement. Et donc, il y a beaucoup d'amertume qui se met en place autour de la table très vite. Oui, parce qu'en conflit, ça fait forcément que c'est 2 fois plus de chances pour une équipe que l'autre. Ouais, puis quand l'autre il décide de pas t'aider, tu vois. Putain, mais t'abuses! Et quand l'autre il décide d'être sur son compte à soi, t'es là, mais t'es un gros lâche! Alors qu'à 6, on était toujours. Oui, ça va. Je crois qu'il n'y a pas eu de conflit où quelqu'un était tout seul dans le conflit. Si, sauf à la fin, toute fin, mais c'était pour le finish. Mais Et moi j'ai une question pour François. Au final, t'as bien aimé le jeu, toi, ou pas? Parce que je crois qu'on t'a pas posé la question. C'était très cool. Très très narratif, c'était plutôt sympa. Le brouillard de guerre est un peu flippant au début quand on dit bah c'est parti, Jérémy, vas-y, lance l'histoire. J'étais content de jouer en 3ème, on n'a pas pu le cacher. D'ailleurs, t'as vu, j'ai donné le pion rouge à Jérémy parce qu'il a l'habitude du jeu de rôle et de genre de jeu narration partagée. Moi, je t'ai rassuré parce que je me suis dit, Jérémy Antoine avant moi, ça va, on est large. Je savais ce que je faisais. Donc, je me suis pas forcément senti à l'aise sur cette partie. Hein. Ah oui, non, mais moi j'étais juste content de pas être à ta place. Hein. C'est tout. Donc, non, narrativement, génial. Je trouve qu'effectivement, le petit plateau est bien parce qu'il
d'un moment, t'as l'épée de Damoclès au-dessus de la tête où t'es obligé d'avancer. T'es obligé de devenir un salopard, ce qui est arrivé du coup assez vite. Après, tout a été plus ou moins déjà dit, je pense. Je trouve la construction, je l'ai dit tout à l'heure, mais des personnages vraiment cool parce que on le dépiote petit à petit, on en fait vraiment ce qu'on veut. Je me suis pas forcément bien servi d'absolument de tout, mais c'était très très chouette. Tu commences quand même à avoir une certaine expérience, on va dire, des petits jeux de rôle comme ça, narration partagée. Par rapport, par exemple, à un jeu comme Les Vieilles Canailles et tout ça, tu t'es senti plus à l'aise avec ce dispositif-là ? Ouais, beaucoup plus à l'aise. Alors, est-ce que c'est à cause du canon esthétique ou est-ce que c'est à cause de la résolution des conflits ? À chaque fois, je me demande ça. Alors, le canon esthétique aide, parce que je t'avoue que j'ai vu plus de films de zombies que de cambriolage de vieux. Ouais. Déjà clairement. Et en fait, le cas des Vieilles Canailles, on avait une carte. Donc il n'y avait pas de maître du jeu pour nous bloquer. C'était pas mal aussi la carte au milieu. Non, c'était intéressant. Très bien, mais il y a une carte, donc on doit se cantonner à cette banque. Oui, là, on fait absolument ce qu'on veut. Donc on est dans une voiture, puis pouf, on est dans une forêt. Et en fait, ça ouvre un éventail de choix, d'histoires qui est vraiment immense. Et ça rend le jeu beaucoup plus passionnant. Et ça aussi, c'est quelque chose, c'est un apprentissage. Le fait de pouvoir se dire, cadrer une scène, c'est pas forcément cadrer la scène qui vient la seconde d'après. Ça peut être cadrer une scène qui se passe 1 an plus tard. Je suis à tel endroit, machin. Je sais que c'est un peu osé 1 an plus tard. Je sais pas si je le ferai dans Zombie Cinéma. J'avoue que c'est. Ça, c'est un truc dont on s'est pas trop servi au début et c'était bien que vous soyez là tous les deux. Géraldine, n'importe quoi. Flavie. Heureusement que j'ai. Sortir ton prénom, c'est un truc de ouf. Heureusement que Géraldine était là aussi. Flavie et Romaric. Tu peux m'appeler Barbara si tu veux. J'allais me tromper de prénom pour Romaric, donc t'inquiète. Donc tout va bien. Parce que vous étiez des petits. Vous vous souvenez sur les vieux Windows, le petit trombone qui nous aidait c'était un peu ça. Vous étiez là en mode coucou, c'est bien ce que tu fais, mais tu peux faire un peu mieux. D'accord. Et c'était très bien de vous avoir avec nous et ça permettait d'avancer dans l'histoire et de nous ouvrir un panel de choix. Un trombone, mais qui avait une tête d'ampoule. Ouais, tout à fait. Et, il faudra faire un jeu de rôle simulationniste sur ce trombone. Donc, toujours est-il que c'est un peu le rôle d'un animateur. Quand on amène un jeu de société, c'est ce que d'ailleurs a fait Antoine quand on a joué à Secret Hitler. Tu vois, il est arrivé, il nous a expliqué ce que c'était que les parties, ce que tu vois, quand il y avait quand la partie était un peu molle, il disait là vraiment le jeu il nous pousse à faire ça, allez-y. Enfin, tu vois, donc c'est vraiment le rôle d'un animateur que de faire ça. Là, l'avantage c'est que les animateurs, ils avaient que ça à faire en fait. On n'était pas dans la fiction. Et du coup, par moment, ça nous permettait aussi de vous rattraper un peu, genre on est où là, tu sais, genre il y a des moments parfois dans le jeu de rôle comme on passe son temps à créer, à réfléchir et tout, on est un peu en surcharge cognitive et à plusieurs moments j'ai dit vous deux vous êtes dans la voiture, vous deux vous êtes là, voilà où vous en étiez, ah oui c'est vrai on en était arrêté là et tac et reprendre. Et ça c'est un élément qui était sympa parce que Jérémy a commencé la partie à dire là, je suis médecin, je suis dans la voiture, je suis dans les bouchons machin. Et moi j'avais déjà préparé mon petit speech, j'étais trop content et Antoine il a tout foutu par terre. Ouais. Et là c'est à ton tour et en fait Caro, je crois que c'est ce qu'il a dit, tu réagis au quart de tour et tu es obligé de partir sur un autre truc que tu avais prévu et ça rend le jeu super sympa. J'ai envie de passer la parole à Antoine d'ailleurs à ce niveau-là parce qu'à plusieurs reprises il a dit putain là j'ai trop envie de cadrer une scène et je t'ai senti frustré avec des idées mais pas pouvoir les développer. Moi je t'avoue, pendant tout le long du jeu j'ai pensé Cat and Candles. Alors voilà, je voulais avoir ton avis là-dessus. Moi je les confonds toujours les deux jeux. Enfin, parfois il y a des parties Ten Candles, je crois que c'est des parties Zombie Cinéma et des parties Zombie Cinéma, je crois que c'est des parties. La différence c'est Ten Candles c'est que du tragique. Il n'y a pas de rigolade, on rit pas. Le but c'est de pleurer à la fin. On sait tous qu'on va crever quoi. Mais dans le noir. Je suis pas sûr que ce jeu-là peut pas être tragique aussi. Mais t'as déjà fait des parties où c'était tragique ? Oui, je serais très intéressé. Moi j'ai fait beaucoup de parties extrêmement tragiques de Zombie Cinéma. Il y en a même une où j'ai pleuré à la fin moi. Mais alors comment tu la cadres ? Il faut que tout le monde soit. En fait, déjà il faut avoir des joueurs qui ont l'habitude de jouer au jeu. Ok. Et parce qu'en fait tu vas pas en fait déjà tu vas pas poser en fait le conflit de la même façon. Tu vas le regarder, tu vas faire je suis désolé. Et puis tu poses le jeu et tu poses le dé et juste tu dis rien. Ouais. Et en fait, c'est clair, la personne te regarde fait OK, t'es pas d'accord. Des dilemmes moraux en permanence. Ouais, grave. Okay. Et dans ces jeux-là en fait, dans ce jeu-là quand j'ai joué sérieusement, les moments sim étaient encore plus importants. C'est-à-dire que moi, j'ai une théorie sur les jeux narrativistes dans lesquels on ajoute du simulationniste. Moi, c'est des jeux que j'aime beaucoup parce que du coup, après, les moments sim, quand elles arrivent, en fait, elles sont très, très fortes.
et elles vont avoir un gros impact. Même si j'adore les jeux sim et où ça va être rigolo tout le temps, en fait, tu peux pas toujours être à ce point dedans, en fait. Alors que dans les jeux narrativistes à la tendance sim, quand le sim il pop, il a vraiment énormément d'impact. Tu vas être d'un coup dedans et tu vas te retirer ensuite de ce moment-là. Et quand j'ai joué à ce jeu de façon très très sérieuse, le sim c'était horrible quand il popait en fait. Parce qu'en fait il se passait des choses affreuses. Ouais, mais c'est ça qui est bon. Bah ouais, mais en fait, t'as pas du tout envie de rire là dans ces moments-là. En fait, moi, j'en ai chialé. Moi, j'ai joué à ce jeu. À la fin. Tu te mets en danger, c'est intéressant. Ouais, les jeux où tu te et mets en danger. c'était justement des moments où. Alors moi, je pense qu'avec ce jeu, j'ai joué des trucs où j'étais au bord. En plus, moi, faut savoir que j'ai peur des zombies. Hein. Oui. J'ai joué vraiment dans mon inconfort complet. T'as eu l'expérience zombie, quoi. Ça m'a pas. C'est dur. Le risque, c'est qu'elle fasse des cauchemars après avec Zombie Cinéma. Hein. Ouais. Jérémy. Oui, je sais plus. Attends, essaye de me rappeler. C'était quoi l'idée ? Ah oui, ça me rassure en fait ce que tu me dis par rapport à ça, parce que je pensais que le seul point faible du jeu, c'est justement le fait que ce soit une narration partagée. On pouvait être que dans le chaos et non que être dans l'humour quelque part. Et dans le cliché. Ouais, et donc c'était difficile justement de pas tomber dans la caricature, les choses comme ça. Non. Alors qu'en fait, non, c'est possible. Ça, c'est et je pense que même ce jeu, la raison aussi pour laquelle on tombe un peu dans le cliché et l'humour les premières fois où on joue, c'est parce qu'on se protège. Parce qu'en fait, on sent que ça peut être compliqué si on y va. Et après, quand tu connais bien le dispositif, tu vas te dire fuck la protection. En fait, de toute façon, je suis pas en danger avec les gens autour de la table parce que je sais que on va savoir que le dispositif est assez bien fait pour savoir qu'on joue son personnage et donc on va pas créer de problèmes autour de la table. Et même, en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que pour y avoir beaucoup joué, je trouve que intrinsèquement, il y a presque un dispositif de protection émotionnelle qui est présent dans le jeu, en fait. Où alors qu'on est là pour faire du conflit, etc., il y a presque un système qui va faire que on est protégé émotionnellement parce qu'on sait qu'on joue des personnages très différents de nous pour toutes les choses qu'on a dites en fait et qu'on peut pas savoir tant que... Il y a Romaric qui est en train de faire tomber plein de trucs à côté de moi. C'est qu'il est pas en train de faire tomber, c'est qu'il casse son matériel en direct. Oh mon dieu, il a metté son truc. Je suis désolé, c'est fait exprès. Mais oui, je trouve ce jeu en fait émotionnellement très sécure, paradoxalement parlant, parce que comme on sait qu'on joue vraiment des personnages différents de nous et qu'on n'est pas en train de se juger autour de la table. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Voilà. Et ben en fait, on va pouvoir aller très 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 loin. Ouais. Et vraiment très loin. Ce truc. Ben non, puisque en fait autour de la table, tu as toujours le dernier mot sur ton personnage, c'est dans les règles. Donc en fait, on va pas pouvoir te faire du mal, sauf si tu es d'accord. Ça donne trop envie de réessayer d'autres trucs. Oui, non, mais il faut essayer d'autres trucs. En fait, c'est un dispositif. Il y a une grande liberté. La façon dont on y joue n'est pas prescrite par les règles, en fait. C'est comme Secret Hitler. C'est des jeux, en fait, qui te mettent dans un dispositif. Après, t'as envie... C'est ça qui est fort. Et c'est presque l'élément de sécurité émotionnelle de Zombie Cinéma. C'est que chaque groupe met les potards où il veut. Si on a envie de rigoler un peu pour pas que ce soit trop tragique et tout, parce qu'en vrai, on se connaît pas encore assez pour parler des enfants qui deviennent des zombies, etc., machin, eh ben, on peut le faire, on peut rigoler et tout. Mais la situation avec Caro, tout à l'heure, elle aurait pu être vraiment dramatique. Et c'est pour ça, au début, en fait, à un moment, je jouais ton... Alors, il faut savoir que j'adore, c'est horrible, mais... quand on joue, j'adore en fait, j'adore un peu le drama et quand il y a des enfants en fait, Rome souvent quand on jouait à ton jeu de cartes, là j'ai un trou. Non, le Val. Moi j'adore quand je pose des enfants, je les joue hyper tragiques, genre j'ai une mini épée, je vais te combattre, alors que t'as aucune chance et tu te retournes et puis t'as un micro cœur juste pour lui faire défoncer ses poings. J'adore faire ça. Et donc quand je joue à Zombie Cinéma, moi la partie où j'ai le plus chialé, c'est celle où j'avais des gosses. Et donc quand j'ai vu que t'avais des gosses, au début je t'ai fait oh maman j'ai peur et tu m'as dit non je suis pas prête à jouer ça. Je fais ok j'arrête. Non c'est pas vrai, t'as passé la soirée à faire ça. Moi j'ai vu une scène dans Zombie Cinéma où t'as la mère avec ses enfants comme ça. T'as celui qui a l'avion machin ou la mallette avec les antidotes. T'as la mallette, j'ai ton gosse. J'ai dit non je garde ton enfant. Tu me donnes la mallette. Et là on fait un conflit. Et là on se parle.
Je veux dire, là, c'est des vrais conflits où t'es là il y a conflit, le dé il est posé, chacun dit bah non, oui, mais toi en même temps t'as gardé la mallette depuis tout à l'heure, tu l'as thésaurisé pour toi, bah moi je garde ton gosse et tout, machin. Non, c'est vrai que vous avez tous laissé mes enfants tranquilles pour le coup. Ouais, parce que je vous jure, le jeu. Ils étaient trop petits. En fait, tu vois, c'est pareil que quand tu regardes un film de Romero, il y a des gens qui voient de l'humour avec les zombies qui vont dans les supermarchés, il y a des gens qui voient une critique sociale. Je me souviens que dans le premier podcast qu'on avait enregistré sur Zombie Cinema, donc deuxième podcast one shot de la cellule, à un moment donné il y avait la question du gamin dans le supermarché. Tu sais, il y a cette mère qui est enceinte d'un enfant zombie, quoi. Et il y en avait qui disaient mais non, c'est marrant de voir un bébé zombie, machin, tout le monde s'attend à voir ça. Il y en a un qui dit ça et il y en a un autre qui dit bah non, moi je crois pas que ce soit une scène très marrante. Moi, elle m'a plutôt... Et en fait, c'est ça, en fait, le truc. C'est que le film de zombies, tu peux le voir de deux manières. Soit, comme le disait Flavie tout à l'heure, tu te protèges, tu te mets à distance, tu rigoles, machin, mais en fait, c'est des rires un peu gênés, tu vois, c'est des rires que t'as... Un rire, c'est qu'un gène, nous dit Jérémy en dehors des micros. C'est possible, ouais. Moi, je pense... Alors... Non, peut-être pas te l'assurer. Ça peut être... Non, c'est une théorie, je sais pas, je s'assure pas, mais clairement, quand on rit, c'est toujours quelque chose d'absurde, quelque chose qui fait que c'est bizarre dans notre tête, et donc du coup, on a besoin de se mettre un coup de dopamine, et donc on déclenche un rire. C'est pour ça que les gamins, des fois, quand ils sont en train de se faire disputer, ils ont un sourire. Et quand on leur dit mais pourquoi tu souris, je suis en train de tu dis qu'il est pas sérieux, tu dis qu'il est complètement en fait dans l'affront, la provocation, alors qu'en fait non, c'est juste qu'il se protège. Dans Bouffon de Guillaume Meurice et Swan Périssé, il y a un livre qu'ils ont écrit en fait sur qu'est-ce que c'est faire de l'humour, etc. Ils parlent de ça et ils disent que alors je sais plus lequel des deux le dit, mais dans tout cas c'est une discussion. Ils disent que en fait l'humour est forcément déclenché par un certain inconfort et c'est pour ça que des fois même peut y avoir des moments où on rit à la même blague mais pas pour les mêmes raisons. On a aussi la théorie de Vivi Féasson sur le rire en fait dans les jeux d'horreur comme Cthulhu ou comme justement Zombie Cinéma, qui permet d'avoir une distance en fait ludique, mais qui en fait crée encore plus d'immersion, parce que du coup il y a un in et out, tu sens que t'es dedans ou tu sens que t'es en dehors, et donc du coup quand t'es dedans t'es encore plus dedans, il y a cette espèce d'aller-retour aussi, donc tout ça en fait, le rire n'exclut pas l'immersion et n'exclut pas l'intensité des émotions, des sentiments. C'est une preuve que justement on y est. Et oui. Donc c'est pour ça que c'est à double tranchant. Mais Antoine, je voudrais te repasser la parole, parce que du coup, tu avais envie de comparer le jeu à Ten Candles, et pour toi, en fait, par exemple, tu penses que le dispositif de Ten Candles est plus peut-être propice à créer ce type de drame que... Il n'y a pas de zombies dans Ten Candles. Il y a juste des ténèbres, quoi. Ouais. Après, on peut remettre des zombies... Il y a plus de richesse narrative, déjà. Ça, et la création de perso aussi, hein, qui est incroyable. Tout à fait. Seulement Ten Candles, c'est quelle année ? Ten Candles, c'est 2014. Ouais, c'est 6 ans après Zombie Cinéma. C'est pas pareil, plus compliqué, et même le système est plus compliqué. Ouais. C'est pas aussi accessible. Non, c'est plus compliqué. Puis on joue dans le noir. On joue avec 10 bougies, voilà. Ouais. Et il y en a de moins en moins, jusqu'à ce qu'on soit dans le noir. Et on brûle ses fiches. Vraiment, littéralement, ça prend feu. Il y a quelque chose dans le rituel de Ten Candles. Il y a beaucoup de ritualisation où on fait des ellipses, chacun a le droit de dire un truc dans une semaine. On est au supermarché. Machin est mort, machin va pas bien. Il n'y a qu'un mot, chacun peut faire qu'une seule proposition. Non, c'est un jeu de ouf, hein, mais c'est pas la même chose. Ah non. Là, le canon esthétique, c'est zombie, donc voilà, on a la ref. On a la ref qu'on choisit, parce que moi, les meilleurs trucs de zombies, c'est pas... C'est pas un jeu narrativiste, Antoine. C'est un jeu simulationniste. Ten Candles ? Ouais, c'est un jeu esthétique. D'ailleurs, dans la ritualisation, dans la façon... Mais quelle esthétique ? L'esthétique du film d'horreur, de la disparition dans les ténèbres, du désespoir, les dernières lueurs. De quoi ? Des films comme ça d'horreur, vraiment. Oui, puis dans Ten Candles, il y a vraiment une ritualisation qui rappelle les rituels de sorcières, en fait. Voilà. Même autour de la table, je veux dire, la bougie, les 10 bougies qu'on souffle au fur et à mesure, c'est un Shabbat, en fait. Ouais. Ou c'est les 10 petits mousses d'Agatha Christie. Bah non, mais si. Ah non, mais si. Non, mais si, je suis sérieux. Bah si. C'est ça, parce qu'au fur et à mesure qu'on meurt dans la partie, on est d'accord que les lumières s'éteignent, Antoine, c'est ça le... C'est quand tu perds un jet de dés. T'éteins la lumière, on passe à la scène suivante. Chaque conflit fait perdre un... Oui, ok, d'accord, c'est vrai que et on a tous un pool de dés, c'est le nombre de bougies encore allumées. Donc à la fin, il te reste un dé pour le groupe. Et le MJ en a 9. Au début, le MJ n'a pas de dé pour se défendre. Toi, il n'a pas autorité, donc la narration est vraiment... elle est spéciale, quoi. C'est intéressant.
Okay. Mais bon. Ça t'a fait penser à ça en tout cas en jouant. Ouais. Mais bon, film de zombies, très bien. Hein, moi, j'aime bien. Hein. Pour faire découvrir le jeu. Le dernier 28 ans plus tard, moi, je trouve ça très bien. Par exemple, ils ont pris. Je l'ai pas vu. On l'a pas vu. À contre-pied. Mais du coup, Jérémy, tu présentes à des nouveaux joueurs un jeu. Tu prends 10 Candles ou Zombie Cinema? 10 Candles. Ok. Ok, d'accord. Bah, faudra l'essayer. Ah, alors. des nouveaux joueurs qui ont jamais fait de JDR? Ouais. Ah non. Bah ça oui. Okay. Alors voilà, c'est ça aussi parce que l'accessibilité. Parce qu'ils ont pas envie de voir un truc où on flippe quoi, peut-être. Oh, ça dépend. Je pense qu'il y en a qui vont adorer ça. Regarde Caro, elle a le sourire jusqu'aux oreilles. Elle est fan de films d'horreur, Caroline. J'étais triste d'arriver après Antise. Ah ouais, bah ouais. Là, t'as loupé un truc. On pourra en refaire une partie si jamais à l'occasion de Antise. Tu vois, je me permets, je reviens sur ce que tu disais, Flavie. Je serais très curieux de faire une partie avec vous. On est ultra sérieux parce que. Alors c'est peut-être parce que là on est tous ensemble et c'est très éclairé machin, mais je vois pas un univers dans lequel une narration de film de zombies me mettrait pas bien personnellement. Je serais très curieux parce que honnêtement, bon là pour moi c'est une histoire, ce soir je vais aller me coucher et bon, c'est fini, c'est oublié depuis longtemps et je serais vraiment curieux de connaître. C'est pas les zombies l'ennemi dans les films de zombies. T'as déjà eu un jeu de rôle, la sensation que t'as déjà eu un jeu de rôle où t'as pleuré, où t'as été pas bien. Non. Putain, il faut que je te trouve. Après j'ai pas fait des milliards de jeux de rôle non plus. Non mais c'est important tu vois, ça peut être intéressant de te faire découvrir ça. Carrément. Moi j'ai énormément pleuré à des jeux de rôle. Je serais curieux de tester parce que tu vois la Caro comparée à Antise, mais Antise c'est différent, t'es dans le noir complet, t'es vulnérable parce qu'on vient te chercher directement. C'est pas mon personnage qu'on m'attaque. Et tout à l'heure tu parlais de dissocier toi du personnage. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais moi dans un jeu comme ça, dis-moi ce que tu veux, ça m'affectera pas une minute. Là il y a un élément. Parce que pardon, mais je sais que tu parles là à Martin et que. Donc je serais très curieux de connaître, de ressentir ça pour voir si tu vois si ça peut me toucher ou pas. C'est très intéressant. Écoute, en fait, il y a aussi un élément de contexte qu'il faut dire. Mais là, t'es dans le noir. Moi, je suis pas d'accord avec toi sur 10 Candles. C'est moi qui ai traduit 10 Candles en français. Ouais, intéressant, mais j'avais oublié. Intéressant, mais comment dire, moi je suis pas d'accord avec toi sur 10 Candles. C'est deux propositions qui sont différentes, même si effectivement, par contre, je suis d'accord que la fiction, le contenu fictionnel, par contre, les deux contenus fictionnels peuvent être confondus, ça c'est évident, mais je suis pas d'accord sur le dispositif différent. Par ailleurs, 10 Candles, je suis pas sûr que ça fasse pleurer. C'est vraiment pas. Je pense que c'est François. Je pense pleurer, que Vademecum. C'est pas à tous les coups. Je pense que Vademecum. Je pense que quelque chose comme Vademecum, par exemple, pour François, pourrait être Sens, c'est pleurer. Sens, mais c'est trop long. Ça fait pleurer, mais après 36 scénarios, quoi. Donc, tu vois, non, mais je veux dire, alors que Vademecum, je pense que François, ça le toucherait plus. Parce que c'est. Non, t'as pleuré avant. Non, mais un burst un peu plus, on va dire, punchy, comme ça parlerait plus, je pense, dans le canon esthétique. Bref. On aura l'occasion d'en parler, mais il y a un élément de contexte que je voulais ajouter par rapport à ça. C'est que, autour de la table, François, Claire, Géraldine, Caroline, vous êtes des gens qui participaient à la cellule depuis 1 an et demi. Or, pour l'instant, on a commencé avec du jeu de société. On vous a pas mis tout de suite dans la tronche des jeux de rôle, parce que là, il y en a, on en a des jeux de rôle, machin. Mais là, quand j'ai voulu faire un playtest avec Julien de Fitna, avec Jérémy, souviens-toi, Julien, il est parti de la cellule en mode « Ah non, mais c'est trop sérieux, machin. » Donc je me suis dit, on va y aller mollo. C'était compliqué comme jeu. Ouais. Je le dis aussi parce que je sais qu'il y a des auditeurs auditrices qui trouvent que la ligne éditoriale de la cellule c'est un peu détendue en ce moment avec le jeu de société et tout ça, mais c'est aussi parce que dans la mesure où on débute ensemble à jouer, c'est comme tout en fait. L'accessibilité, on commence pas tout de suite. Quand on commence une activité avec quelqu'un qui connaît très bien le tennis, il vous emmène pas tout de suite en finale de Roland-Garros. D'abord, on va dans un truc amateur, tranquille, on joue peinard. Il joue pas à son meilleur niveau dès le début. Enfin, tu vois. Tu formais les nouveaux là en fait. Exactement. Mais non, mais tu vois, c'est comme tu t'apprends à jouer à Magic à quelqu'un. Tu lui mets pas ton Legacy dans la gueule dès le début, quoi. Là, tu sors le Family, quoi. Moi, première fois à la cellule, Caro, je t'admire. Tu m'aurais mis là-dedans, j'aurais fait blé. Ouais, Caro, pour une première, tu m'impressionnes aussi. J'avoue que c'est bien joué, hein, franchement. Quand je vois les blancs que j'avais quand on avait joué à Ulysse 31, moi, Caro, grand respect. Hein. Il y a peut-être un truc qui a joué, c'est que contrairement à toi, je suis très investie émotionnellement dans le truc. Ah. Je pense que je serais plus comme Flavie à pouvoir pleurer
Et là, les enfants aussi, ça. C'est un très bon conseil que tu as donné, hein, d'écouter, de pas se focus sur qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que je vais dire. La première question qu'a posée Caroline avant même que le scénar commence, c'est mais est-ce que je suis obligé de parler ? Et ça, c'est génial aussi de dire non, je te dis tout de suite non, pas forcément. Tu peux juste écouter au début et tout machin, et quand tu le sens, y aller. Je pense que c'est pareil, c'est des éléments de sécurité émotionnelle qui sont hyper importants à avoir. Et à plein de moments, c'est l'émotion qui m'a fait parler aussi. Toi, tu fais ça, mais ça va pas dans ta tête. Non, tu vois, c'est. Tu vois, ça c'est génial. Le fait, quoi, tu fais ça, ça va pas dans ta tête. Vous voyez le jugement moral, vous voyez le narrativisme là, fond, plein les ballons, tu vois. À plusieurs moments, c'est ça qui nous donne envie de nous lever, d'envie de soutenir, etc. C'est ces jugements-là. Fly. Moi, je voudrais retourner un tout petit peu sur Zombie Cinéma. Je sais que tu en as déjà parlé, mais ce que je trouve absolument génial, c'est tout le vocabulaire qu'on utilise dans le jeu et qu'on utilise maintenant tout le temps, en fait. Voilà. Sans y penser. Plaider pour son personnage, je l'ai lu dans plein de systèmes de jeu. Ça vient de là, ça vient de la trad. Et c'est trop bien cadrer une scène. Mais je l'ai vu dans plein de trucs. Alors... très intéressant là ce que tu dis, Flavie, c'est ce que je voulais dire par rapport à Zombie Cinéma au début du podcast. En fait, donc Zombie Cinéma, il est traduit par Romaric, Fred et Christophe, qui sont en fait les premiers membres de Silent Drift. On sera rejoint bien entendu ensuite par Fabien Invine, Thomas Munier et compagnie, mais donc et Vivi Fiasson et plein d'autres que j'oublie, Adrien, tout ça, enfin Natacha et Emmanuel Meffray et tout le monde. Mais en tout cas, l'acte fondateur pour moi de l'amitié qui va fonder en fait Silent Drift, c'est la traduction de Zombie Cinéma, parce que c'est là-dessus, c'est notre premier travail collectif avec Magali, Fred et Christophe. Et en fait, quand on regarde bien, ce que dit Flavie est capital, c'est-à-dire qu'on va retrouver dans la théorie de Frédéric Sintès ce terme de plaider pour son personnage, il va être hyper important. Si vous réécoutez les podcasts sur les machines à saucisses par exemple, quel est l'argument de Fred pour dire qu'un jeu est une machine à saucisses ou pas ? Écoutez-le. Écoutez ce qu'il dit et vous verrez en fait que tout ce qu'il dit et tout ce qu'il avance et tous ses arguments sont en partie appuyés sur cette notion de plaider pour son personnage. Et donc du coup, ça vient de Zombie Cinéma. Flavie, tu parlais de cadrer une scène. Aujourd'hui, on trouve ce terme-là, ce fait de cadrer une scène, on trouve ça dans tous les jeux de rôle indépendants. On a testé Aventure à Plume la dernière fois, le jeu de rôle de Côme Martin. Dans le jeu, il y a ce terme de cadrer une scène. Pour moi, il vient de Zombie Cinéma. Mais j'ai appris depuis que, selon Christophe Buckley, le terme cadrer une scène serait venu, il y aurait eu des jeux à l'utiliser avant Zombie Cinéma, et notamment Primetime Adventure, qui est un jeu qu'on a playtesté au tout début de la cellule aussi, donc un jeu dans lequel les joueurs jouent un soap, enfin... Vont créer collectivement un soap opéra, et donc pareil, il y a ce terme de cadrer. Donc cadrer une scène, ça vient pas spécialement de Zombie Cinéma, même si pour les gens qui fréquentent la cellule, le terme de cadrer une scène, il vient de Zombie Cinéma. Mais surtout, il y a un élément essentiel, c'est ce truc de avoir le dernier mot. Ça, donc ça fait l'objet d'un paragraphe entier dans Zombie Cinéma. L'idée qu'un joueur puisse avoir le dernier mot sur une fiction. Alors aujourd'hui, ça paraît tellement basique, je veux dire, tout le monde comprend ce que c'est qu'avoir le dernier mot. Ça veut dire qu'on peut écouter les suggestions des autres, on peut les accepter, on peut les rejeter, mais in fine, on a le dernier mot. Notez au passage qu'il y a l'idée qu'on accepte des propositions et qu'on les rejette. Idée qui se retrouvera dans le Maelstrom plus tard. Le fait d'avoir le dernier mot, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que on se laisse la possibilité de voir d'autres nous suggérer quelque chose. C'est un acte fondateur de la narration partagée. Et ça, le terme de avoir le dernier mot, le fait que le paragraphe lui soit consacré et utilisé comme ça dans la mécanique, c'est quelque chose que Zombie Cinéma est le premier jeu de rôle à faire. Alors, Christophe Buckley me disait, on voyait bien sûr l'expression avoir le dernier mot dans des bases de jeu, mais c'était pour le MJ. C'était consacré sur une personne. Là, ici, avoir le dernier mot, ça va être sur chacun des participants qui va tourner autour de la table. Autrement dit, celui ou celle qui va avoir le dernier mot ne va pas être le même au cours de la partie. Donc c'est quand même, je veux dire, là, on a quand même un héritage de Zombie Cinéma qui est quand même mais incroyable. Sorti en 2008, donc on est en plein dans l'explosion, dans le boom pour nous intellectuel de Silent Drift, la création de la cellule et tout. Ce jeu nous a marqué, il nous a forgé, il nous a marqué au fer rouge. Et donc du coup, je trouvais intéressant de lui rendre hommage 16 ans, 17 ans après. Il n'a pas vieilli. Il n'a pas pris une ride. Christophe me disait, en préparant cette émission au téléphone avec lui cet après-midi, que c'est un jeu qui est parfait
ou pur, disait Hérault de Tuovinienne et Ron Edwards, dans la mesure où il n'y a pas un mot à enlever, il n'y a pas un mot à ajouter. Si tu ajoutes un truc, la structure s'effondre. Si tu enlèves un truc, il manque quelque chose, machin. Le jeu est parfait. Dans son écriture, il est parfait. Et c'est pour ça que ça en fait un excellent jeu pédagogique aussi pour Ron Edwards. C'est pour ça qu'il continue à l'utiliser sur Adept Play. C'est parce qu'en fait, c'est un jeu parfait en un sens où il montre parfaitement son propos, il fait bien ce qu'il a à faire sans un mot à ajouter. Et c'est aussi ce qui a posé problème à Christophe quand il a dû le traduire. Et c'est pour ça qu'il a fait appel à nous. Parce qu'il y avait pas un mot à enlever, il n'y avait pas un mot à modifier. Et puis en fait, moi c'est le premier jeu que j'ai masterisé. Que tu as animé. Que j'ai animé. Parce que du coup, tu l'as pas masterisé puisqu'il n'y avait pas de maître de jeu. C'est le premier jeu. Non, c'est le deuxième, mais bon, il passait après Anima, qui était une grosse daube. Ouais. Et en 300 rangs, j'ai quelques pages. Ouais. Et là, en fait, il y avait 2 pages et il est hyper facile de prise en main, quoi. Il est trop bien. Et on le dit pas non plus, mais c'est quand même un des premiers jeux de rôle qui a la tronche d'un jeu de plateau, quand même. Ouais, c'est vrai. Et ça, c'est vachement important. Je vous rappelle qu'un des fils rouges de cette saison de Cellules, c'est les liens entre le jeu de plateau et le jeu de rôle. Donc c'est Flavie qui nous amène cette espèce de fil rouge comme ça en nous disant regardez comme le jeu de société, le jeu de plateau se rapproche de plus en plus. Elle est pénible, elle passe son temps dans les endroits pour trouver des jeux. Mais c'est très intéressant et effectivement, moi ce qui je trouvais rigolo dans le cadre de cette ligne rouge là de notre saison de le jeu de plateau et des liens entre les deux, c'est de ramener ce jeu là qui avant tout le monde, je veux dire en 2008 expose déjà en fait sa forme de jeu de plateau comme étant une accessibilité. En 2008, je sais pas ce qu'il en est du jeu de plateau, mais je suis même pas sûr qu'on ait encore eu cette explosion, vous savez, du jeu de plateau pléthorique. Si, ça commence, Pandémie est déjà sorti. En 2008 ? Ouais, Tigre et Euphrate, tout ça. Okay. Mais c'est le début, quoi. Et... On va avoir Seven Wonders, je pense, en 2008. Non, Seven Wonders, c'est 2012 même. Ah ouais, vous vous rendez compte je veux dire, non, mais 2008, Pandémie, l'exposition de certaines choses. Tu dois déjà avoir Chevalier de la Table Ronde, par exemple. Oui, les colons de Catane. Pour moi le début. Catane, oui, c'est encore plus ancien. Ouais, mais pour moi, le début du jeu de société. Pour moi, c'est Pandémie qui révolutionne le truc du jeu de coop et après ça explose. Ok. Mais en tout cas. J'irais le Chevalier de la Table Ronde, mais c'est bien avant. Non, je trouve c'est assez proche. Chevalier de la Table Ronde, c'est quand ? À vérifier, mais à mon avis, c'est au moins 3-4 ans avant. On l'a dit la saison précédente, je me semble que c'est 2000. Ah, je sais plus, j'ai un doute. Je vais pas dire de bêtises. Ouais. Il y a une phase, effectivement, ensuite Mais donc, le coopératif a vraiment explosé. Et donc voilà, Zombie Cinéma. Si on veut résumer, c'est un jeu extraordinaire. Aujourd'hui encore, on vient encore d'apprendre, de faire découvrir. Ah, je sais que t'aimes pas Sterman, et moi non plus, j'aime pas. De faire découvrir le jeu de rôle à Caroline via ce jeu. 2005. 2005, les Chevaliers de Table Ronde. Ah, j'aurais dit 2003, donc je me serais planté. Je confonds peut-être. Je confonds peut-être avec le jeu de Tilsit, le jeu du Seigneur des Anneaux. Ah oui, collaboratif. Ouais, mais c'est vraiment les Chevaliers de la Table Ronde. Je suis d'accord avec toi, mais 2008 pour Pandémie. Ouais, mais bon, bref. Donc toujours est-il. Donc si on résume, c'est Zombie Cinéma, un jeu de rôle qui prend la forme d'un jeu de plateau. On réussit facilement à faire découvrir le jeu de rôle sans MJ à des gens avec ce canon esthétique-là, dans cette dynamique-là. C'est aussi un jeu profond qui peut mener à des drames, à des parties dramatiques. Théoriquement, il est impeccable. On y voit des termes plaidoyer, avoir le dernier mot, cadrer des scènes, des termes qui ont vraiment forgé l'indépendance francophone. Silent Drift, à titre personnel, la cellule, je pense, est héritière de Zombie Cinéma. On dit souvent qu'il y a une émanation forgienne de francophone via la cellule, mais c'est quand même Zombie Cinéma est donc un jeu finlandais, paradoxalement, donc il n'est pas un jeu américain, je le rappelle, c'est un jeu finlandais, jeu européen, qui nous fait découvrir en fait la profondeur et la richesse de ces jeux-là. Donc je pense que c'est quand même un jeu à refaire, à redécouvrir, PDF téléchargeable gratuitement sur internet. Et en plus tu récoltes vraiment ce que tu sèmes, quoi. Enfin en fait, exactement. C'est toi qui choisis l'expérience de jeu, j'ai l'impression. Tu peux y rejouer, tu peux apprendre à y jouer. Après, il faut se concerter entre nous pour savoir à quoi on veut jouer. Voilà, exactement. Donc, tu as une dimension contrat social que tu dois peut-être élaborer au départ. Parce que ça, il n'y a pas la notion de contrat social Non. Ok.
Pas encore. Ouais. Chaque chose en son temps. Okay. C'est déjà bien. C'est vrai, oui, ça mériterait 5 minutes pour dire on joue. Enfin, on joue. Y a quand même. Pas une ville, mais on joue. Pour Lyon, mais comment est-ce qu'on fait un truc tragique? Est-ce qu'on se permet d'être un peu plus burlesque? Voilà, c'est ça. Il n'y a pas ça. Il y a le setting. Pardon, excuse-moi, là, il faut être très clair. Il y a le setting. Donc ce que tu dis là, on joue où, machin, ça c'est dedans. Okay. Par contre, ce qui est pas dedans, c'est ce que tu disais toi, François. Quel est le niveau de... C'est pas que c'est pas dedans, c'est qu'on peut se mettre d'accord en amont. Où est-ce qu'on met les potards Qu'est-ce qu'on évite de faire? La règle ne parle pas de ça, tu vois. Okay. Alors que la règle dit bien, on joue ici ce soir et maintenant, c'est le plus simple. Vas-y, on est à Saint-Malo, c'est un film de zombies qui commence à Saint-Malo, quoi. En gros, quoi. Donc voilà, je pense qu'on a bien fait le tour. Je crois n'avoir rien oublié. Voilà, le fait d'avoir le dernier mot, effectivement, et que celui-ci soit réparti sur tous les participantes aussi, le fait de partager sa narration, comment la parole est distribuée aussi, ça c'est vraiment... Bref, ce jeu fait 2 pages, mais il en a noirci des pages sur Internet et tout ça, il a vraiment essaimé, eu plein de petites... Enfin, ce jeu, si vous êtes autrice de jeux de société et de jeux de rôle alternatifs, on va dire, en francophonie aujourd'hui, vous ne le savez pas, mais vous êtes héritière de Zombie Cinéma. C'est une certitude. Qu'est-ce que tu regardes, François? Les petits schémas, là? Non, je regardais les crédits. Je voulais voir son petit nom, mais oui, les crédits. Je suis un peu triste. Ah oui, c'est Eero Tuovinen. Tu vois, c'est écrit... Tu cherchais quoi? Tu cherchais mon petit nom, c'est ça? Ouais. Le traducteur de ce document, c'est à votre disposition. Je cherchais ton adresse mail à rallonge. C'est pas la tienne. Non, c'est pas la mienne. J'apparais dans les crédits de traduction uniquement pas sur ce document-là, mais sur peut-être le document, je sais plus, mais j'apparais dans les crédits de traduction à un endroit, mais c'est pas sur cette feuille-là. Merci beaucoup à vous toutes et tous. Est-ce que j'ai bien fait le tour de table? Jérémy, je t'ai pas demandé ton avis sur le jeu, mais je pense qu'on a bien compris que... Ouais, on a tout dit. Hein. Ouais, ok, ça va. Non, pour moi, je trouve effectivement excellent. Il est tard, je suis désolé. Non, mais le seul défaut que j'ai pointé, c'est pas en fait un défaut, c'est que je savais pas si ça pouvait faire quelque chose de sérieux. Et en fait, si vous m'avez rassuré sur l'idée qu'en fait on peut avoir n'importe quel mais ça c'est quelque chose qu'on a toujours, la narration partagée, ça fait toujours peur comme ça, de se dire mais vu qu'on va improviser à la volée, on va raconter n'importe quoi en fait. Ça fait toujours peur et c'est normal, je pense. C'est toujours le rire qui gagne, hein. Oui, en général, s'il y en a un qui essaye de mettre un truc sérieux, il se fait vite rabrouer. Ouais, bien sûr, c'est pour ça qu'à mon avis il faut mettre un contrat social. Si on veut jouer sérieusement, il faut se dire ok, là les gars, on joue un peu, on est un peu d'écart, ouais. Enfin, on rigole pas, ce soir on rigole. Oui, voilà, on l'a pas dit dans les micros, il faut le dire. Non, mais c'était impossible de faire un truc sérieux. Il y a eu un accent chinois dès le début, c'était non. C'était fini. Et ce qui est génial, c'est qu'à chaque fois que tu veux dire un truc comme ça, tu prends le micro qui a le câble pété et que ça bug à chaque fois. Tu m'as coupé encore? Ouais, c'est ça, je t'ai coupé. Non, mais c'est insupportable. Quelle indignité. Quelle indignité. On n'est pas sur le service public, ceci dit. Merci François. Merci beaucoup. Merci Claire. Merci Géraldine. Merci beaucoup Caroline. Merci beaucoup. Belle introduction à la cellule. T'es contente tu vas revenir? Bah oui. Ah yeah. Si vous voulez bien de moi. Si vous voulez bien. Mais bien sûr, avec grand plaisir. Merci Jérémy. Bye bye. Merci Antoine. Salut. Et merci Flavie. Salut. À bientôt tout le monde. Portez-vous bien. Et surtout, jouez bien. Salut. Voilà, c'était le podcast de la cellule. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, à vous abonner. À très bientôt.